Albert Einstein disait de son temps que le monde va mal. Le problème n'est pas ceux qui font du mal, mais c'est ceux qui gardent le silence. Et il est important de renchérir également que Desmond Tutu renchérissait en disant qu'en situation de crise ou en situation, oui, de crise, lorsque vous gardez votre neutralité, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce matin sur cette télévision, la vôtre en même temps, qui est Equinox Télévision, pour le programme 10-12 le Zénith. Ensemble, unis encore, pour une semaine, nous sommes là pour la même mission, vous informer, vous accompagner pour un moment exceptionnel. Les sujets, vous les connaîtrez certainement, vous les connaîtrez ou vous les connaissez encore, mais notre objectif en même temps, c'est de partager cela avec vous au quotidien et surtout de vous donner la parole. La parole sera donnée sur nos pages Facebook ou encore, oui, à travers 10-12 le Zénith sur Facebook ou aussi sur la page Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regarderont en live, nous vous souhaitons à vous aussi la bienvenue. Allons tout de suite accueillir la grande équipe qui est au complet ce matin. Dominique Audrey, Karine Santia, Bonbon Bengan et Charles-Amène Bachou. Ensemble, nous sommes unis et réunis. Je commence avec vous, Bonbon Bengan. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi aussi, je commence par l'international ce matin. J'entends les voix, les applaudissements et des gens qui sont contents de la mise en liberté de Laurent Gbagbo de Blé Goudé. Moins, la liberté allégée. Mais non, il ne faut pas, j'allais dire, en être content. Il ne faut pas en être content. La Cour pénale internationale montre par cet acte, en fait, c'est la politique qui prime sur le judiciaire. Il n'est pas une cour de justice. Les allègements prononcés en faveur de Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé sont précisément pour qu'il ne puisse pas participer au jeu électoral qui s'annonce en 2020, cette année. Donc, premièrement, les passeports, dit-on, les seront retenus, les seront remis, mais leurs passeports ne sont plus valides. Va-t-on considérer que l'État de Côte d'Ivoire va leur établir des nouveaux passeports en peu de temps? Rien n'est moins sûr. Ils pourraient voyager dans 124 pays. Oui, ça c'est le principe, mais avec quel passeport? Donc, il y a beaucoup d'aménagements. Et surtout, pourquoi je le dis, c'est le 7 octobre 2019 que leur conseil avait demandé à la Cour d'appel de reconsidérer toutes les charges qui pesaient contre eux et de prononcer leur libération immédiate et sans condition. Le procès démarré le 6 février 2020. On a retardé pour arriver à des allègements. Non, cher ami, si la Cour pénale internationale était vraiment respecté le droit, on aurait prononcé leur liberté pure et simple et sans condition. À ce moment-là, on aurait tourné la page. Mais là où ils sont, le procès peut encore durer, je vous en prie, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Donc, soyons moins triomphalistes. C'est le politique qui est gère. Merci. Même si aujourd'hui, on dira que la procureure Bensouda a un tout petit peu mise en mal, la réalité c'est que jusqu'ici, la procureure, peut-on le dire, tient encore ce dossier d'une main de fer. Non, elle n'est pas mise en mal. Elle joue son rôle politique. Elle avait dit elle-même au cours d'une conférence, quelque part, que c'est la France qui m'a instruit de les garder. Donc, quel est le comportement de la France aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec l'écho, avec donc, elle n'est pas mise en mal, elle obéit aux instructions, notamment de la France. La France encore, alors que hier soir sur les antennes Equinox Télévision, nous regardions avec beaucoup d'appétit un programme baptisé La vérité en face avec Jean-Marie de Borgia Evembe, qui nous a relaté un certain nombre de faits, évoquant bien sûr la mainmise française sur les pays francophones. Il faut justement au plus vite que les Africains pensent rapidement à se décoloniser. Parce que ce n'est pas encore ça. Ce n'est même pas ça. Ça n'a même jamais été cela. On en reparlera, Bonbon Bengan, avec vous. Allez, Charles-Amène Bachou, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Fallait-il sauver la rentrée scolaire, l'année scolaire ou l'école? Telle est la question qu'on a appelé à se poser. Tenez par exemple, plus précisément à Bédi, pour éviter de donner le nom, des enfants ont été testés ce matin avec des thermoflash
Et on s'est rendu compte de ce côté que 13 enfants présentaient des soucis avec les thermoflash. Pareil pour, disons, la zone de Douala Premier, évitons de donner les noms en attendant les recoupements, où des élèves en classe d'examen dans l'enseignement secondaire, elles aussi ont été testées avec le thermoflash présentant des températures très élevées. On a demandé de rentrer au quartier et on a exigé des tests. Vont-elles commencer l'école? Pourquoi n'avoir pas exigé au préalable pour tous ces enfants un test massif? Dans tous les cas, nous ne sommes pas loin de nos surprises. Alors que ce matin également, le journal La Nouvelle Expression parle bien évidemment d'un retour à l'école, l'urgence d'un test généralisé. Est-ce qu'on va s'y mettre? Est-ce qu'on y arrivera? Charles Amembatou, en tout cas, on en reparlera pendant l'émission. Merci à vous également. Allons accueillir tout de suite Karine Santia. Bonjour Karine. Bonjour Michel, bonjour aussi aux téléspectateurs. Un an après le rapport sur l'incendie qui est survenu à la Sonara et qui avait décimé les 4 zones n'a pas encore été rendu public jusqu'aujourd'hui, bien que un mois, c'était le 10 juin que la commission d'enquête avait été mise sur pied pour mener à bien les recherches et savoir quelles sont les causes de cet incendie. Le rapport a été remis un mois après, c'est-à-dire 30 jours, donc le 11 juillet, et jusqu'aujourd'hui, le flou reste entretenu sur les raisons de l'incendie qui est survenu à la Sonara le 31 mai. Aucune communication officielle. Il est important de dire qu'aujourd'hui, l'affaire de la Sonara, surtout la reconstruction, est portée encore par un projet de reconstruction, notamment proposé par la Russie. Souvenez-vous, pendant le sommet Afrique-Russie, il y avait eu des Russes qui se sont dit on pouvait le refaire. Où en sommes-nous? Pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas? Pourquoi on ne fait pas justement écho de ce qui s'est passé exactement à la Sonara un an après? Il est important que les Camerounais qu'ils en sachent assez. Dominique Audrey, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonne semaine, dira-t-on. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Heureuse semaine à vous également. Allez, on va peut-être rapidement avec vous, aller avec l'histoire du jour. J'ai eu le sentiment que vous êtes revenu quand même d'une semaine requinquée, peut-être morose aussi, je ne sais pas trop. Morose parce que j'ai énormément d'appréhension quant à, disons, la nouvelle rentrée scolaire d'aujourd'hui. Oui. On a hâte de savoir comment s'est déroulée la première journée et comme M. Mbachou a évoqué, ces premiers cas, entre guillemets, on n'en est pas encore sûr. Comment est-ce que ça va se passer pour ces enfants-là? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Est-ce qu'on les teste, on les renvoie à la maison ou on les envoie dans des Ce n'est pas le test, c'est le thermoflash. Le thermoflash. La température. C'est ça que j'ai appelé test. Test, oui, des thermoflash. Est-ce qu'avoir une température élevée fait de vous un malade contagieux? Donc je crois que peut-être on aurait dû... je crois que c'est pour ça qu'on a des infirmeries dans des écoles aussi. Bon, anyway, attendons la fin de la journée pour voir les premiers rapports, ce que ça dit. Mais surtout, vous rassurer que le 20h de ce soir sur les antennes des clients de télévision, certainement ira au fronton de ces réalités dans les établissements scolaires. Allez, avec vous ce matin, l'histoire du jour, Dominique Audrey. Oui, je vous raconte l'histoire de Zibi. Zibi, à la vingtaine. Zibi, oui, vous dites Zibi. Merci. Zibi. Il a rencontré une jeune femme par l'entremise de sa belle-sœur. Sa femme s'appelle Florence. Il l'a rencontrée il y a 5 ans et aujourd'hui, ils ont une petite fille. Il dit, je cite, « J'ai un enfant avec elle, mais malheureusement, je ne l'aime pas. Pourtant, j'ai tout fait. » C'est une fille qui n'a rien foutu à l'école. Et lorsque on se retrouve avec des amis, des étrangers, des connaissances, le niveau de langue, sa tenue, sa posture, la façon dont elle s'exprime me fait trop honte. À côté de ça, c'est une bonne fille, elle est travailleuse, elle est très disponible, très disposée pour moi. Elle m'a supportée parce que je suis encore étudiant et elle ne me demande quasiment rien, elle ne me demande pas d'argent. Le problème, c'est que ma famille l'aime, mais moi, je ne veux plus d'elle. Pour me débarrasser d'elle, je l'ai ramenée au village chez sa mère, mais ma mère à moi a entrepris de voyager et allait la prendre dans son village pour la ramener au village pour pouvoir s'occuper d'elle.
Donc, moi, j'ai tout fait pour qu'elle retourne à l'école, mais cette dernière refuse de retrouver le chemin de l'école. Elle ne veut plus avoir affaire à l'école. Et moi, je ne peux pas continuer cette relation avec elle. Comment me débarrasser définitivement de cette fille? Comment faire comprendre à ma famille que je n'en veux plus? Parce qu'il a dit les assises, il n'en veut pas. Il ne veut pas d'assises familiales. Il ne veut simplement plus de cette fille-là. Le président Zibi sera attaqué ce matin. On va dire ça comme ça. En tout cas, il ne s'agit pas du président Zibi. Hein, on sait que depuis un petit moment, quand même, sur la toile, ça bouge beaucoup. Allez, un peu plus sérieux quand même. On va comprendre justement que cette histoire peut être une réalité pour ceux qui la vivent au quotidien. Et pour l'histoire justement de Zibi ce matin, avec Florence, on va tenter de mieux comprendre cela, Maman Bengan. Lorsqu'on a une femme dans sa vie, avec qui on a déjà fait un enfant, elle n'est pas instruite, entre guillemets, et vous présente à chaque fois un souci, lorsque vous êtes avec vos amis, avec des proches, et vous trouvez qu'il faut qu'elle retourne à l'école, et qu'elle ne veuille pas retourner à l'école. C'est assez compliqué quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment s'y prendre? Comment trouver une solution à son problème? Au problème de Zibi ce matin. Monsieur Zibi, lui, comment je vais dire, il ne veut pas de conseil de famille, mais il veut une assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il attend donc de nous s'il ne veut pas un conseil de famille? Donc c'est des idées parce qu'on va y mettre ici qui vont l'amener à décider. Ça veut dire qu'en fait que c'est lui Zibi qui est analphabète. C'est pas la femme, c'est lui Zibi qui est analphabète. Il est peut-être lettré, mais il est analphabète. On pourra expliquer la nuance si vous voulez. Je dis bien, il est analphabète, monsieur Zibi. Première chose, il dit bien que c'est sa famille qui lui a trouvé. Et il se débarrasse de la femme pour l'envoyer au village, parce qu'il veut vivre. La prochaine étape, c'est quoi? C'est que Zibi, mon fils, tu vas épouser une femme qui est instruite, mais qui sera également analphabète comme toi, et vous allez divorcer. Tu n'auras, j'allais dire, aucune assise sentimentale dans l'option que tu veux prendre là. Ne l'aime pas, ne sent pas, ça veut dire quoi? Je termine en vous ramenant. Vous avez peut-être entendu parler de Francis Bébé. Oui. Voilà, vous n'avez peut-être pas lu son livre Le fils d'Agatha Moudio. Si. Voilà. Et il y a eu des situations très compliquées où la famille faisait ça. Vous trouvez une femme et pour certains d'entre nous, il se trouvait que vous allez là-bas, votre femme sort avec, vous donne un blanc, un métis, un mulâtre, comme vous voulez. Et beaucoup de nos parents qui ont été victimes de ça n'ont jamais répudié leur femme. Ils les ont épousés. Donc je vous dis, parle là l'extrême même de ce qui pourrait amener à la séparation. C'est-à-dire l'infidélité avérée de la femme. Mais ici, on est dans les appréhensions de quelqu'un qui estime que parce qu'on n'a pas été à l'école des Blancs, on ne vaut rien. Mais il dit lui-même, oui, ma femme, elle est une bonne femme, elle aimait parce qu'il ne sait pas parler français. Ça me choque. J'avais dit que lui qui ne sait effectivement pas quel est le contenu qu'il y a dans le mot mariage. Et à ce moment, je ne lui donne pas de conseils pour ce genre de type. Non, mais je lui dis seulement qu'il sera malheureux. Quand vous ne respectez pas les orientations de votre maman, de votre papa, dans la famille, maman vous dit, je trouve en cette fille celle qui va hériter de ma cuisine. Vous dites, elle n'est pas allée à l'école, vous lui faites quand même un enfant. Ça veut dire qu'en fait, c'est votre maman que vous insultez. Et où est donc le respect dû à ses parents? Et tu fuis, il va donc fuir la famille, c'est-à-dire la fuite qui l'amènera jusqu'à la perdition totale. C'est pour ça que je dis, il n'aura jamais d'une vie sentimentale heureuse. Je dis, monsieur Zibi, voilà ce qui vous attend. Maintenant, c'est à vous de tirer les conclusions qui se dégagent. Vous êtes en train d'insulter vos parents et toute votre famille. Lorsqu'on insulte ses parents, on s'attend à quelque chose. Vous attendez à ça, pour assumer. Maman Bengan donne justement son point de vue ce matin et conseille au frère Zibi qui nous pose le problème ce matin. Et on va également prendre le point de vue de Karine Santia pour mieux comprendre. Que dites-vous à Zibi, Karine? Comment l'amener soit
à garder la fille, soit à s'en débarrasser. Qui ne la garde pas parce qu'il va la rendre malheureuse. Ne garde pas cette fille. C'est pour moi un sous-homme inculque, je dis bien inculque, qui excelle dans le récital. Ouais. Il est heureux c'est votre point de vue, hein. de lire des livres qu'il ne comprend pas. Il est content d'aller à l'école pour ne rien apprendre. Il connaît tout du dictionnaire, mais il ne maîtrise rien. Voilà le genre de personne, d'homme qu'il faut. Parce que les gens pensent que tout se limite à l'école. Qu'est-ce que vaut le dictionnaire devant un billet de 10 000? Vous pouvez me dire. Le dictionnaire, ça amène à l'hôpital. Si vous êtes malade, ça va vous acheter les médicaments. Mais lui, il se permet quand même, pendant qu'il veut faire l'enfant avec cette fille, je veux même savoir, c'est le français là-bas qu'on parle, c'est le chinois, c'est l'anglais, c'est l'espagnol, c'est quoi? Au moment où ils sont en train de faire l'enfant là qui est là, c'était quelle langue qu'ils avaient utilisée? Aujourd'hui, vraiment, parce que quand je suis avec mes amis, elle ne peut pas tenir une discussion, c'est l'ami de tes amis. Ta femme là, c'est l'ami de tes amis. Elle est obligée d'être à leur convenance. Parce que les gens pensent que vous devez faire des choses pour plaire aux autres. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît, vous? Mais il l'aime pas. Il ne l'aime pas, mais ça, c'est pas ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'elle n'est pas là à l'école, mais elle est une bonne femme. Vraiment, elle ne part pas à l'école. Elle a arrêté l'école très tôt, mais vraiment c'est une bonne femme, elle est aimante, elle est attentionnée, elle sait prendre soin de la maison. Vous voulez alors quel genre de femme finalement? Vous savez qu'il y a des hommes ici, il dit des hommes, qui sont allés à l'école, mais qui se font entretenir par des bayamsés là. Des hommes qui sont allés à l'école, mais qui vivent de la tomate que leurs femmes vendent. Comme pour dire et quoi? qui ne sont pas allés à l'école, leurs épouses, hein, s'il vous plaît. Et dit qu'ils ne sont même pas allés à l'école. Que dès qu'elles sont nées, elles ont grandi dans une famille où tout le monde s'est débrouillé, elles sont débrouillées et elles ont eu ça comme activité. Mais je ne vais pas utiliser le thème parce que ce sera vraiment violent. Quelqu'un que je peux nourrir me parle du français. Au moment où il faisait l'enfant, il n'y avait pas de français. Mais au moment où maintenant, où il commence à voir qu'il peut trouver le travail rapidement, il commence à évoquer ses amis qui peuvent venir à la maison quand on tient les discours. Sur ce plateau, un jour, j'ai appris qu'un homme n'épouse pas sa femme pour parler de la politique. Il veut sa femme pour parler de quoi? De Kamto, Oshi, Kabalibi. Il veut sa femme pour parler de quoi, finalement? Mais il peut avoir un besoin d'avoir une femme quand même qui a un niveau important. Tout le monde, je vous dis, tout le monde. Mais quand vous avez quand même un niveau important, vous avez un langage qui est le même. Vous êtes au même diapason quand même, Karine Santia. Vous cherchez le même diapason dans le langage ou vous cherchez le même diapason dans la vision de la vie? Oui, mais attends, si déjà vous avez la même vision, enfin le même langage, vous êtes au même diapason, vous pourrez quand même avoir la même vision de la vie. Je pense que tout si le langage de votre femme n'est pas bon, parlez-lui en langue. Je dis, si le français n'est pas bon, parlez-lui en langue. Arrêtez de nous casser les oreilles avec ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Mais du moins, il dit à la fille, je veux rentrer à l'école, je veux que tu rentres à l'école et qu'elle ne veut pas. À l'école, elle ne veut pas. Oui, mais comment vous voulez la forcer? À l'école, à l'université, il n'y a pas de camarades femmes. Il n'a pas vu. Au lycée, il n'a pas vu de camarades femmes. Lui-même, là, il a un problème. Oui, mais on veut comprendre. Parce que si parmi ses camarades, il n'a pas pu avoir une qu'il ait acceptée, ça veut dire que lui-même, il a un problème. Parce que quand il regarde ses camarades, vraiment, il les regarde de haut. Ou bien quand il les regarde, il voit que lui-même, il est très bas. Donc, il n'a même pas leur niveau. Parce qu'il sait que face à ses amis, il est très bas. Du coup, il a pris une femme qui est plus bas que lui. Et il pense aujourd'hui qu'en fait, elle ne le mérite pas parce qu'elle est trop bas. Vous voyez les gens qui mesurent les gens dans les paniers. Il sait quel genre de situation cette fille peut le débloquer un jour. Vous savez que quand vous êtes dans une discussion avec quelqu'un qui ne parle pas bien la langue française, d'abord que ça ne m'intéresse pas de parler bien le français, et qui après vous dit un jour, quand vous parlez à chaque fois, il vous reprend, on ne dit pas là, on dit le. On ne dit pas là, on dit le, mais finalement, vous voulez quoi? Si ce n'est pas bon, parlez en langue. Oui, mais si vous avez des langues différentes. Si vous avez des langues différentes, je ne pense pas que ça c'est. Dans leur histoire, on ne va pas parler de langues différentes. On va parler de langues différentes. Et si la langue est différente, vous apprenez à parler la langue de l'autre. Parce que la communication, c'est un tout. Il dit c'est un tout dans un couple. C'est pas seulement le fait de parler. Il y a des gestes qui parlent. Parfois, vous êtes au milieu des gens avec votre femme, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'elle sache ce que vous voulez.
Et donc, vous n'aurez pas besoin de converser. Parfois, vous êtes au milieu des gens et quand vous voulez dire quelque chose à votre femme, vous le dites en langue pour qu'elle comprenne et elle va directement réagir. Parfois, j'ai l'impression que devant ses amis, il rabaisse sa femme. Il rabaisse cette fille. J'ai l'impression que devant ses amis, il réduit cette fille à rien du tout. C'est vrai que tout le monde a envie d'être avec quelqu'un avec qui, lorsque vous parlez de n'importe quel sujet, il échange. Hein. Vraiment, c'est vrai que dans un couple, on a vraiment envie que lorsque je parle de politique, vraiment qu'elle parle, quand je parle d'économie, vraiment qu'elle parle. Mais lui aussi, il ne parle pas de tous les sujets parce qu'il ne maîtrise pas tout. Très bien. En tout cas, on va prendre également le point de vue de Audrey Dominique, je propose, hein, parce que c'est une question quand même qui interpelle les femmes ce matin. Et il faut, au-delà de tout, sauver peut-être aussi l'honneur de la femme. Mais on se pose la question, Dominique Audrey, ne pas avoir un même niveau de langue, peut-être peut avoir un problème. Ne pas avoir un même niveau de compréhension peut être un problème. Mais demander à la fille de rentrer à l'école et qu'elle ne veut pas rentrer à l'école, pour le garçon, c'est un problème aussi. Parce que lui, il veut éduquer sa femme. Il veut l'amener à un certain niveau et elle ne veut pas. Ne croyez-vous pas à un moment donné qu'il ait raison lui-même, le garçon, de dire « je ne veux plus de toi ». Monsieur Ngachou, quand on est dans un couple avec une femme, il ne suffit pas simplement de dire à la femme « je veux plus que tu portes des pantalons » une fois pour qu'elle arrête. C'est tout un processus. Vous devez manifester votre volonté d'envoyer votre femme aller à l'école ou bien s'instruire. Ne dites pas simplement « je veux que tu retournes à l'école ». Non, je ne pars pas. Ok, ça va, je vais boire mes bières avec mes amis. Après, vous allez dire que j'ai voulu qu'elle le fasse et elle ne l'a pas fait. Monsieur Ngachou, moi, cette histoire me plaît parce que Zibi, c'est un homme honnête. Bon nombre d'hommes, notamment ceux qui nous regardent à la maison, n'ont pas assez de courage pour faire ce qu'il fait ou bien pour dire ce qu'il dit. Parce que beaucoup disent des choses, vivent des choses, mais disent autre chose. Beaucoup de femmes dans des foyers n'ont pas poussé l'école très loin. Maintenant, ça ne doit pas être un obstacle. Il faudrait que, comme Mandela disait, l'école doit être la clé du bonheur pour tous. Tout le monde doit aller à l'école, notamment la femme. Malheureusement, dans certaines régions aujourd'hui, lorsque vous naissez comme un garçon, vous avez le privilège d'aller facilement à l'école, contrairement aux femmes. Et ça, on ne peut pas le leur en vouloir. Si vous avez une fille et un garçon et que vos moyens ne vous permettent pas d'envoyer les deux à l'école, généralement, on privilégie le garçon. Et c'est à tort. Donc, il y a la pauvreté et il y a même parfois que les parents en eux-mêmes ne peuvent pas savoir quels sont les bienfaits de l'école. Moi, je connais un parent qui vous dit vraiment, ne gronde pas mon enfant, là maintenant, pour cet exercice, quand il va grandir, il va comprendre, il sera intelligent, donc laisse d'abord comme ça. Donc, si un parent ne sait pas quels sont les bienfaits de l'école, il aura du mal à envoyer son enfant à l'école. Moi, j'ai un problème avec cette femme parce que elle a fini par se complaire dans sa situation de femme qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas poussé les études très loin, parce qu'elle est quand même allée, mais elle a arrêté. Ça me rappelle l'histoire de François Lacroix, je crois François Lacroix. C'est un occidental qui a appris à lire à 62 ans. Il a arrêté les études à 15 ans, et pendant toutes ces années, quasiment 40 ans, il a dû travailler, faire semblant d'être instruit. Ses enfants ont su qu'ils ne savaient pas lire lorsqu'ils étaient déjà adultes. Et aujourd'hui, c'est un homme heureux parce qu'il dit « Aujourd'hui, je suis un homme complet, je sais lire et je sais écrire ». Il faudrait que les personnes qui n'ont pas poussé les études très loin n'en fassent pas la mer à boire parce que c'est un détail. Non mais comprenons, est-ce que c'est parce que la femme doit aller à l'école que ça doit conditionner l'amour qu'il doit porter pour la femme? Moi, je le comprends parce que c'est un homme frustré. Même les femmes, lorsque vous marchez avec un homme qui est sale, qui n'est pas bien, on a tendance à être gêné, on a tendance à ne pas vouloir s'afficher avec cet homme. Parfois, on a des hommes avec lesquels on marche qui ont de mauvaises manières et on finit par ne pas avoir envie de s'afficher avec cet homme-là, même s'il a de bonnes attitudes. Donc, ce que lui vit aujourd'hui, même les femmes le vivent. Il y a des hommes qui n'ont pas de manières, il y a des hommes qui sont irrévérencieux envers la gente féminine. Donc, conséquence, les femmes n'ont pas envie de s'enticher de ce genre d'individu. Donc, aujourd'hui, la frustration de cet homme-là est compréhensible. Mais maintenant, est-ce qu'on quitte une femme simplement parce qu'elle n'est pas instruite? Non. Mais on peut la quitter si celle-ci ne veut pas faire d'efforts pour se mettre
au niveau de ce que son conjoint lui demande. À ce niveau, oui. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Mais possible se poser un problème de moyens. Peut-être le conjoint peut avoir des moyens ou pas, ou n'en a pas. Il est étudiant. Maintenant, la solution n'est pas seulement l'école. Je profite parce que ça va aider d'autres personnes. Vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez pas pu terminer le lycée, vous n'avez pas pu faire le bac. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas forcément quand vous aurez un diplôme que vous serez vraiment, c'est pas important. Lorsqu'on est une femme, par exemple, et qu'on n'a pas pu aller à l'école, on commence par apprendre l'informatique. Apprenez l'anglais. Lisez des livres, ça va vous aider. Ce n'est pas forcément quand vous allez copier des cours que vous serez des personnes meilleures. Maintenant, donnez-vous des objectifs. Je crois que c'est ce qui manque à cette jeune femme-là. Mais maintenant, des personnes qui sont âgées dans la vingtaine, il y a un problème de maturité aussi qui se pose, dans l'un des cas comme dans l'autre. Quand on veut finir avec une femme, on doit être un homme et lui dire en le regardant dans les yeux, toi et moi, ça ne peut pas continuer. En même temps, il y a un bébé. En même temps. Allez, oui, il y a un enfant, on ne peut pas éluder ce fait, mais maintenant, je ne vais pas continuer avec toi, te rendre malheureuse simplement parce qu'il y a un enfant. Je m'occupe de mon enfant, mais maintenant, toi et moi, il n'y a plus de relation entre nous deux. Vraiment. Une petite virgule. Une virgule, vraiment. Justement, que fait-on des femmes sourds-muets? On n'a pas le droit de les aimer? Bien sûr. Voilà, et on fait donc comment? On les met, il n'y a pas d'école de sourds-muets. On fait comment pour communiquer avec elles? Voilà, le problème ici, c'est l'apprentissage au mariage. Lorsque la famille se réunit, vous fait une proposition, on ne vous fait pas un mémorandum. Ce n'est pas du genre que tu ne poses pas, on vous dit, voilà, vous avez le temps de regarder, d'apprécier et de dire non. Oui. Maintenant, vous prenez, vous en faites un enfant et vous dites, en fait, c'est compliqué. C'est ça qui me dérange. Allez, Charles Lamembatou, dans son point de vue ce matin, sur l'histoire du jour, il faut peut-être donner votre point de vue concernant l'histoire de Zibi face à Florence. Charles Lamembatou. Alors, il faut dire déjà que Zibi n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour le mariage. Zibi n'a pas été moulé. Zibi n'a pas reçu l'éducation. Il est étudiant. Donc je crois qu'il y a des familles comme ça, lorsqu'elles se rendent compte que un enfant est trop agité sexuellement, on s'arrange à le caser. Oui, je crois que ça c'est le premier. Et ils ont cru bien faire après une discussion avec lui parce qu'il a donné son accord pour avoir cette femme. Donc il a accepté la fille, mais il n'était pas prêt. Il faut dire aux jeunes filles que une femme n'est pas faite pour traîner avec vos amis. La femme qui traîne avec les amis de son mari est une prostituée, est une njomba. Je le dis, il faut qu'elle le sache. Si chaque minute qu'il est au bar, au snack, vous le suivez, vous n'êtes pas différente. La place de la femme n'est pas en ces lieux. Ah oui, c'est important. Une femme n'est pas faite pour traîner avec vos amis. Non, monsieur. Alors, vous allez vous retrouver à avoir des gens qui viennent chez vous à votre absence parce que vous avez transformé l'amitié du couple en l'amitié individuelle avec tout le monde. Ne soyez donc pas surpris que pendant que vous êtes en train de consommer, vous avez un individu qui vous manque de respect parce que vous traînez votre femme n'importe où. Non, je crois qu'il faut un minimum de respect. La femme a droit à 3 types d'écoles. 3 types d'écoles. L'école de la vie, c'est la première. L'école du mariage, c'est la deuxième. Et l'école comme connaissance. Sauf que les deux qui priment, c'est l'école de la vie et l'école du mariage. Il a la chance d'avoir une femme qui a l'école de la vie et l'école du mariage. Je crois qu'il devait être l'homme le plus heureux. Voilà les 2 valeurs que l'on recherche sur la femme. La troisième valeur, les connaissances livresques facultatives. C'est le biscuit, si vous voulez, qui vient rajouter. C'est le cube qui vient saisonner le mariage. Vous pouvez avoir le savoir, de ce savoir à lui seul détruit le foyer, détruit le mariage, détruit la vie de couple. Je dis le savoir, c'est-à-dire la seule femme qui n'a misé que sur la connaissance, le savoir, ça détruit le couple. Or, l'école de la vie, l'école du mariage, associée à la connaissance, ça fait le meilleur. C'est la raison pour laquelle je profite pour dire à ceux qui disent que Charles Armel dit que l'école est dangereuse pour la femme, faites très attention. Vous me suivez au premier degré. J'ai dit la femme a droit à 3 savoirs. Le savoir de la vie, le savoir du mariage et le savoir comme connaissance. Mais les 2 premiers, la vie et l'école, priment sur le 3e. La vie et le mariage.
Les deux premiers priment sur le troisième. Donc, monsieur Michel Ngachou, je dirais tout simplement que on peut avoir l'intelligence, mais on n'a pas la sagesse. Celui qui a la sagesse n'a pas l'intelligence, et celui qui a l'intelligence n'a pas la sagesse. Les deux ne vont pas ensemble. C'est la raison pour laquelle Salomon lui-même avait supplié qu'on lui donne un peu de sagesse, et tout le monde supplie qu'on donne un peu la sagesse de Salomon pour pouvoir régler certaines situations. Donc à ce niveau, il n'y a rien à faire qu'il se sépare d'elle, parce qu'il est arrivé au stade où il va la rendre sérieusement malheureuse. Lui-même était malheureux, permettez-moi de le dire, parce qu'il va se retrouver à souffrir sentimentalement. Il va rencontrer une fille bien éduquée, qui a une fille qui allait à l'école, mais qui ne s'est pas préparée, qui ne sait pas entretenir la maison, qui ne sait pas bercer le bébé, qui ne sait même pas... Mais Charles, le problème, est-ce que le problème aussi à un moment donné, sur le plan, du moins sur la connaissance de l'ivresse dont on fait écho ici, ça peut aussi être peut-être son appétit. Ça peut être ce qu'il veut voir. Monsieur Michel Ngachou, il faut se méfier des gens qui, à un moment de leur vie, se souviennent qu'ils connaissent, qu'ils pensent et qu'ils peuvent décider. Ils sont très dangereux. Lui, il vient de se souvenir. Avant, il était perdu. Il vient de se souvenir qu'il sait, qu'il pense et il peut décider. Ça, c'est ce qu'il vient de faire. Mais rassurez-vous, il va passer toute sa vie à se tromper, à se tromper et à se tromper. Donc, monsieur Zibi, commencez sur le premier par trompez-vous et attendez la deuxième. Merci à vous de nous avoir donné ces différentes positions et ces points de vue sur ce plateau. Madame, Monsieur, vous aussi, laissez-nous vos différentes contributions en allant simplement vous abonner à la page Equinox Télévision sur Facebook. Tapez simplement Equinox Télévision et vous verrez les différentes propositions. Faites le bon choix surtout, avec le logo Equinox Télévision. Attention de vous abonner à la mauvaise page. Il y a également 10-12 le Zénith. Nous sommes toujours sur Facebook. Vous nous laissez vos commentaires. Karine Sontia va les lire tout à l'heure, y compris le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous vous lirons, madame, messieurs. Allez, que dites-vous à monsieur Zibi? Que dites-vous justement à Florence, si jamais nous regarde ce matin? Et il y a aussi des femmes qui sont dans cette situation. Vous avez écouté Dominique Audrey, vous donner des conseils. Karine Sontia de son point de vue. Mbonbok en tant que sage, y compris Serre Lamel, en tant que Bantou. Nous sommes heureux, madame, messieurs, pour ces contributions. Pendant que nous y sommes, allons tout de suite voir ce que Charles Amen Battu nous propose ce matin dans le cadre de la colère. La colère, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la mise sur pied d'un plan Marshall pour la relance économique de ce pays dans les principales régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest et Extrême-Nord. Le chef de l'État, lorsqu'il prêtait serment lors des dernières élections après la présidentielle, parce que vainqueur à 71%, a pris comme engagement celui de procéder à la relance économique du Cameroun à travers un plan Marshall. À l'heure où l'on assiste à un resserrement excessif des conditions de crédit, au regard du contexte économique fragile, accumulation des déficits budgétaires publics suite à la chute drastique des cours de matières premières, pénurie des devises, le Cameroun recherche contre vents et marées la mise sur pied d'un plan Marshall pour la relance de son économie, même si le projet semble déjà voué à l'échec. L'ensemble du climat des affaires en souffre, impactant négativement sur l'attractivité du pays pour de nouveaux investisseurs, avec des risques de délocalisation de certains investissements et le recul de la notation du Cameroun sur les classements internationaux tels que Doing Business. Comment va-t-on faire pour relancer l'économie du Cameroun quand tout est mort? Tous les secteurs sont fragilisés. Comment va-t-on faire pour relancer la filière agricole et agro-industrielle, moteur essentiel de développement dans les régions dites sinistrées? La filière cacao, dont 55% de la production provient de la région du Sud-Ouest. 85% pour le café arabica, produit dans le Nord-Ouest. La banane, qui compte parmi les principaux produits d'exportation du pays, est aussi largement touchée. Comment faire pour faire renaître ces plantations
Point d'interrogation. Comment se fera l'implémentation de ce plan Marshall avec les plantations aux arrêts, les machines industrielles grippées du fait de la non-utilisation, les infrastructures détruites ou incendiées à 80%, l'insécurité galopante sur le personnel employé et l'impact sur les différentes activités dans les zones non impactées. Plus de 90% des 22 000 employés de la CDC ont abandonné les champs et ce ne sont pas les 2,5 milliards de francs CFA qui avaient été débloqués par Yaoundé pour éponger les arriérés de salaire qui ont pu ramener la sérénité dans cette zone. Que dire de la Pamal, que dire de la Silicon Mountain, pour ne parler que de cela. Savez-vous qu'entre 60 et 80% des industries agroalimentaires sont désormais inaccessibles, pratiquement inaccessibles dans toutes les zones, extrême nord, nord-ouest et sud-ouest, à cause des violences qui ont cours dans ces différentes régions. Avec une population estimée à 3,5 millions d'habitants, soit 16% de la population camerounaise, les deux régions, le Nozo, contribuent encore pour 16,3% au PIB en 2015. L'essentiel de la richesse du Cameroun provient du sud-ouest, qui concentre des agro-industries comme CDC et Pamol, ainsi que de nombreuses entreprises du secteur touristique. Comment envisager le dopage d'autres régions dans la production agricole alors que les terres ne sont pas constituées de la même façon? On avait émis, certains experts, le plan à travers lequel, si ça ne donne pas au nord-ouest, on va dans le centre, on va dans la laitier, on va dans le sud, on impulse, cela va prendre. Est-ce que la terre de ces différentes zones, le pH de la terre de ces différentes zones sera le même? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait, pour le Cameroun, d'émettre le besoin de la mise sur pied d'un plan Marshall alors que la guerre n'est non seulement pas encore finie, avec comme corollaire le tissu économique de ces régions qui constitue près de 20% de la population du pays qui s'est littéralement effondré. Savez-vous que la crise séparatiste a créé un manque à gagner immédiat de plus de 15,9 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour l'État, au titre de l'impôt sur les sociétés? Comment relancer l'économie dans des régions enclines à l'insécurité où l'économie est morte à 90%? Comment fera-t-on pour remettre à niveau les infrastructures et équipements détruits alors que les assassinats et meurtres se poursuivent? D'où viendront les subventions aux entités privées touchées lorsque l'ensemble des PME ont été délocalisées dans d'autres villes, tuant ainsi le concept de Silicon Mountain? Sachant que la main-d'œuvre est d'une importance capitale dans tout plan de relance économique, dites-moi où est-ce qu'on va prendre la main-d'œuvre dans le processus de relance économique avec près de 500 000 déplacés. Même les fonctionnaires les plus nantis ont fui, abandonnant la zone. Alors que le Cameroun se trouve dans un sérieux processus d'endettement, quelle sera l'évidente stratégie qui permettra au gouvernement de mettre en place un plan de subventionnement massif des mastodontes agro-industriels installés dans ces zones et particulièrement sinistrées? L'extrême nord est en lui-même un véritable carrefour des routes commerciales et de culture. En plus du commerce, son économie est structurée autour de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, du transport de marchandises, de l'artisanat et de la chasse. Comment sécuriser les frontières afin de prévenir les attaques surprises des kamikazes et agents de Boko Haram lorsqu'une simple petite barrière a fait mobiliser toute l'armée de ce côté de la Guinée équatoriale? A-t-on seulement pensé procéder à l'inventaire des différents cheptels, l'inventaire des agriculteurs, pour penser à l'éventualité d'octroyer des appuis spécifiques aux producteurs agricoles pour reconstituer leurs matériels végétaux et relancer les productions vivrières indispensables? Quels sont devenus ceux qui avaient été recrutés par le DDR, le programme DDR? Ont-ils été réhabilités? Sont-ils entrés dans un processus de sensibilisation? Point d'interrogation. Comment fera-t-on pour réinstaller les 62% de pylônes télécoms installés dans cette zone qui sont devenus des bases actives des rebelles? La question de l'instauration d'une exonération de taxes aux entreprises qui iront s'installer dans les zones économiquement sinistrées a-t-elle déjà porté ses fruits pour envisager l'instauration
des incitations spécifiques et probantes pour les investissements réalisés dans ces régions? Comment peut-on parler d'un plan Marshall pour la construction d'infrastructures publiques, écoles, routes, adduction d'eau, électrification, bâtiments administratifs dans les 2 régions alors que l'année blanche semble être consommée? N'y a-t-il pas plutôt de commencer par entrevoir la paix, un cessez-le-feu, un désarmement réel avant toute éventualité d'un quelconque plan Marshall, à moins que c'est encore subtilement un subterfuge pour dépanner les petits copains? Charles Amel Mathieu ce matin, colère portée également, vous l'avez très bien dit, sur la relance des zones sinistrées du Cameroun. Il n'y a pas que le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons également l'extrême nord du Cameroun qui est en proie à une violence avec le groupe Boko Haram. Et ce matin, nous nous posons la question de savoir ce à quoi ça renvoie ce plan Marshall initié pour ces régions du Cameroun, notamment les 2 régions anglophones. On a vu récemment le ministre délégué à l'économie, M. Tasson, tenir la manivelle et nous rassurer à travers une sortie médiatique que tout se passera très bien, même si on parlait entre autres de près de 90 milliards de francs CFA mobilisés pour construire environ 12 000 maisons, 115 centres de santé et 350 écoles. On veut bien comprendre comment allons-nous le faire sans bien sûr procéder par un retour à la paix. Bonbon Bengan, la paix est un gage important pour la reconstruction justement de la nation, y compris les zones sinistrées aujourd'hui. Mais lorsqu'on commence à voter des budgets, lorsqu'on tend la main bien évidemment aux bailleurs de fonds internationaux en disant nous voulons reconstruire les zones sinistrées sans trouver justement trouver la solution aux problèmes posés, est-ce qu'on peut avoir un espoir que ce n'est pas un argent qui sera encore détourné que d'aller effectivement dans le projet qui a été pensé à la base? Non, vous avez raison sur toute la ligne. Mais je pense qu'il faut, comme le faisait Charles Amel, qu'on s'entende sur le recadrage que le gouvernement fait. Parce que le chef de l'État a fait son discours, il a parlé de la prestation de serment du 6 novembre 2018, mais avec Covid, il a également, je pense, parlé en 2 chapitres, en 2 paragraphes, dernièrement le 19 mai. Mais pour le 19 mai, il a simplement demandé au gouvernement de se montrer ingénieux et inventif. Parce que il y a baisse des cours dans les places boursières, il y a chute des cours des matières premières. Donc, il y aura une crise après le Covid-19. Donc, on verra comment le gouvernement va faire. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? Le Cameroun, dans son budget de 5 000 milliards, compte sur les impôts, la douane, le pétrole, notamment, et des impôts pratiquement, avec les entreprises publiques, parapubliques, ainsi de suite, c'est dans de l'ordre de 50%. Les autres, c'est 25%. Donc, et est-ce que vous avez vu qu'on a rouvert les ventes emportées parce que l'industrie brassicole apporte beaucoup dans les rentrées de nos impôts. Et ça, c'est l'ingéniosité justement du gouvernement. Je ne sais pas si c'est ça l'ingéniosité, mais je veux constater ce qui arrive. Le problème qu'on n'a pas dit, et pour aller à la question que vous avez posée, et qui a été constaté, c'est quoi? C'est que c'est M. Yves Le Drian qui arrive au Cameroun et devant les opérateurs économiques, il a tenu le discours suivant. Je souhaite que vous nous accompagniez, non, que vous vous prépariez à reconstruire les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez bien dit en guerre, effectivement, il tenait ce discours, sachant bien que le Cameroun est en guerre. Et sachant qu'on allait avoir un plan spécial qui n'était pas encore connu du public camerounais, qu'on allait avoir un statut particulier dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tout le monde se posait la question de savoir, mais comment on va s'y mettre? On va se déployer comment en zone de guerre? Est-ce qu'on se prépare à avoir, j'allais dire, à trouver des accalmies pour reconstruire? Maintenant, à l'époque, on ne parlait pas de Covid-19. Déjà, la question se posait.
comment allait-on se déployer pour reconstruire ces régions, pour reconstruire le Grand Nord du Cameroun, donc qui était déjà sous assistance alimentaire du programme alimentaire mondial depuis au moins 2016. Ça, on ne le connaît pas. Donc c'est vraiment un plan Marshall. Mais plan Marshall, d'où viendra l'argent? C'est ça le problème. D'où viendra? On imagine, on soupçonne que la coopération française avec M. Le Drian, Yves Le Drian, ils ont peut-être préparé quelque chose, mais eux aussi, à cette époque-là, ils n'avaient pas encore de Covid chez eux. Maintenant, avec Covid, la France qui est en crise, va-t-elle se déployer? Comment va-t-elle se déployer? Voilà comment, en plus, c'est ce que vous avez dit, la situation. Aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le ghost town là-bas, tout est fermé, c'est les villes mortes. On fait comment? Dominique Audrey-Oyengelek, quand on parle justement de la reconstruction des zones anglophones aujourd'hui notamment, avec un budget de 90 milliards qui est bien voté, est-ce qu'on peut avoir un espoir que ça se passe bien, ou peut-être pour une fois que nos frères qui sont rentrés en sécession reviennent à la norme d'abord, c'est ça? Pour qu'on puisse bien évoluer? Il y a quand même un espoir pour qu'on... Oui, est-ce qu'il y a un espoir au moins qu'on puisse reconstruire les zones anglophones du Cameroun? Sous les balles, l'équation est un peu compliquée, M. Ngacho. Si on s'en tient à l'historicité du plan Marshall, ça nous vient des États-Unis, à la période de guerre où on a commencé à aider économiquement et financièrement les pays qui étaient en période de tumulte à une sorte de reconstruction, ça s'y prête au contexte camerounais avec notamment ce septennat, je crois que c'est le septennat des grandes opportunités. Oui, on a énoncé un certain nombre de mesures qui devaient être mises en branle, notamment booster le secteur privé, favoriser les productions, ainsi de suite, un certain nombre de choses. Maintenant, la faisabilité sur le terrain reste un peu ça prête un peu à confusion. La dernière attaque de Boko Haram remonte sensiblement au mois de mars, si je ne me trompe, ou bien... Là, nous sommes dans l'extrême nord. Oui, il y a des attaques. Voilà. Il y a eu des attaques récemment. Voilà. Si on prend le statut de région économiquement sinistrée, avec ce que M. Mbacho a énoncé, comment une entreprise fait pour venir se développer à ce niveau-là? C'est impossible, encore moins dans les régions du Nozo. Il y a énormément de choses à faire, mais la chose la plus importante, la plus primordiale, parce que Boko Haram, là, c'est autre chose. Maintenant, ce qui se passe au Nozo, c'est encore une autre chose. Il faut d'abord instaurer un système de sécurité préalablement dans les zones du Nozo, résorber efficacement la crise pour pouvoir reconstruire. Monsieur Ngacho, même si on vous invite aujourd'hui, venez juste porter le sable dans la brouette là-bas, vous n'irez pas. Parce que vous pouvez vous prendre une balle. C'est impossible. Oui, ça part peut-être d'une bonne intention, entre guillemets, mais ce n'est pas faisable. Auquel cas, on va encore ramasser des corps. Et le risque même, c'est qu'on entreprend de construire une école là-bas, ça peut être détruite. On entreprend même d'envoyer les enfants à l'école, ils peuvent être Je rappelle bien que pour les écoles, c'est 350 écoles qui sont susceptibles d'être reconstruites dans ce nouveau plan Marshall. Qui doivent être reconstruites, mais maintenant dans le bon climat, dans le bon environnement. On ne peut pas aller dans un endroit... Récemment, c'est un maire qui a été tué, qui est mort alors qu'il était dans un convoi avec des militaires. Le maire de Montfait. Voilà, imaginez un peu. Ce sera de l'argent gaspillé. Tant qu'on ne résout pas le problème, vous ne pouvez pas avoir des enfants à la maison qui se bagarrent et vous venez passer avec des œufs. Ces œufs vont se cacher. Quelqu'un va lancer une main comme ça et bam, l'alvéole se fracasse. Donc. Merci. Non. Karine Sontia, récemment nous sortions du grand dialogue national. Les résolutions ont été prises. Jusqu'ici, rien n'a été implémenté. On peut dire qu'il y a un début qui se fait avec la décentralisation perceptible entre guillemets sur le terrain. Je ne sais pas trop comment vous allez l'analyser. Mais est-ce qu'on ne va pas comprendre ici que ça peut être une trente-tours-loup? Parce que vous parlez d'une reconstruction, vous parlez d'un plan Marshall, vous n'avez pas de... Et Dominique Audrey a bien fait de préciser que le plan Marshall, ça découle justement dans les Deuxième Guerre mondiale. Il fallait reconstruire les pays de l'Europe, y compris le Japon. Il fallait que l'Amérique prête de l'argent à ces pays-là pour qu'ils puissent se reconstruire. Mais il y a d'abord eu de la paix. La paix a été retrouvée. Au Cameroun, ce n'est pas ça. Mais on parle déjà de plan Marshall, on vous donne un budget. Mais oui, parce que la Chine va financer 3300 milliards de francs CFA pour les projets au Cameroun. Dans la guerre. Vous voulez quoi? Si vous n'avez pas d'argent, laissez que les gens viennent investir chez vous. On ne pense pas de reconstruction économique sans travailler avec les investisseurs.
Au Cameroun, il y a des entreprises, il y a des PME. C'est avec eux qu'on pense le plan économique. Parce que c'est à ces PME-là d'investir à nouveau de l'autre côté. Pourquoi? Parce que plusieurs entreprises ont disparu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les deux régions-là étaient 80% de l'économie de tout le grand ouest du Cameroun. Donc, ce n'était pas n'importe quoi. L'agriculture de Bamenda nourrissait pratiquement toute la région de l'ouest. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Vous parlez d'économie sans parler de production. On parle de relance économique sans parler de multiplication de la production. Voilà la CDC qui est en ruine. On parle de l'économie comment? Deuxième employeur justement du Cameroun. Parce que lorsqu'on nous parle même du plan Marshall aux États-Unis, c'est ce plan Marshall qui a rendu les États-Unis ce qu'ils étaient aujourd'hui. Parce que les États-Unis n'ont pas été touchés par la guerre. Pourtant, c'est lui qui produisait pour la guerre. Mais chez nous, on nous fait croire que, en fait, des gens vont quitter de chez eux parce qu'ils ne connaissent pas de crise et venir vous aider parce que vous connaissez une crise. Mais voilà le corona qui est venu. Tout le monde pense à la reconstruction. Et je vous assure qu'en France, aujourd'hui, pour parler d'une période post-coronavirus, on travaille avec les commerçants. On ne pense pas de relance économique comme ça. C'est avec eux, c'est avec les distributeurs, les petits distributeurs, les gros distributeurs, les fournisseurs qu'on parle de relance économique. On ne parle pas de relance économique avec les ministres dans les bureaux climatisés à Yaoundé. C'est là-bas que l'économie, là-bas qu'on vend le litre d'huile. Est-ce que vous savez combien se vend le litre d'huile aujourd'hui au Cameroun? Dans la région du sud-ouest, dans les régions du nord-ouest, voilà la Sonara qui est en ruine. On relance comment si depuis 1 an aujourd'hui, on n'a pas pu nous dire ce qui s'est passé à la Sonara et qu'on n'a même pas commencé les travaux qui étaient prévus. On relance quoi? Il ne faut pas relancer juste dans les discours. On relance dans les actions. Mais maintenant qu'on aurait pu commencer en 2020, en 2021 ou en 2020, le coronavirus est là. On recommence comment? Il faut repenser encore la relance économique parce que ce qu'on voulait réparer en 2019 et en 2020, ce n'est plus la même chose qu'on va chercher à réparer en 2021. Pourquoi? Parce que les dégâts sont encore plus graves. Voilà les entreprises qui réussissaient quand même, tant bien que mal, à survivre dans cette atmosphère de guerre et autres là, qui sont aujourd'hui terrassées par rapport à la crise sanitaire mondiale. C'est dommage parce que nous vivons en majeure partie des impôts. C'est pour ça que notre économie n'est pas protégée. Il n'y a rien d'autre qui sous-tend notre économie en dehors des impôts. Et les dépenses publiques qui se veulent encore de plus en plus nombreuses. En tout cas, Karine, on en reparle tout à l'heure, madame, monsieur. On marque juste une pause et on revient avec vos nombreux messages. Merci de rester sur 10-12 le Zénith. Nous sommes chez Equinox Télévision. Merci, madame, monsieur. Bon retour à vous. Eh bien, nous regardions bien sûr avec beaucoup d'admiration ces clips-là et on se posait pas mal de questions. Allez, on va revenir pour bien boucler avec vous, Charles Membachou, sur la question évidente de cette relance économique du Cameroun, surtout avec le plan Marshall pensé pour les régions du Nozo, y compris même l'extrême nord du Cameroun. Mais est-ce qu'on peut véritablement parler aujourd'hui d'une relance économique au Cameroun? Est-ce que c'est possible en regardant bien sûr les réalités actuelles de l'économie du Cameroun, en regardant, on va dire, le Cameroun déchiré, déchiqueté, où on a des bandits à col blanc, on a une gestion alambiquée. Peut-on véritablement penser relance économique au Cameroun en chutant ce plan Marshall sur la même battue? Il faudrait d'abord se poser la bonne question. Les premières tentatives nous ont coûté combien? Quelles sont les premières tentatives de relance? Parce que rappelez-vous, et là je parle, Bombok ne me dira pas le contraire, il y a eu plusieurs délégations qu'on a envoyées avec des grosses valises pour dire arrêtez, on n'a pas besoin de la guerre. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter? Il fallait l'argent, il fallait ci, il fallait ça. On a eu la commission Moussonguer, on a eu la commission c'est pas Inoni, Yang Filémon, qui ont fait des descentes plusieurs fois, qui ont rassemblé les chefs, discuté avec les différentes corporations. Il y a eu le plan de relance pour sauver la rentrée scolaire, pas l'école en lui-même. On est monté encore avec de l'argent pour les salles de classe. Il faut qu'on fasse d'abord l'évaluation. Ça nous a coûté
Combien? Premier point. Le Cameroun, dans son avancée, a connu 4 plans d'orientation sur le plan économique. Le premier, nous avons eu les plans quinquennaux qui sont partis de 1960 à 1986. On a eu l'entrée en crise en lui-même en 1987 qui nous a poussé à la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel et tout. Et on a abouti au DSE en 2009. Le DSE, ce n'était que des échecs sur échecs. Mais Mbombo a une phrase qu'il dit souvent concernant les DSE. Le projet en lui-même n'était pas faux. C'est l'implémentation de la politique en elle-même qui était fausse. Vous voyez jusqu'où on est allé jusqu'à narguer le peuple. On est passé après sur les budgets programmes. On se lève, on dit, bon, toi fais ta feuille de route, dis-nous pourquoi on t'a nommé. Et quelle est ta feuille de route? Tu comptes faire quoi? Comment on t'a nommé? Chaque ministre est allé remplir en disant, bon, je souhaite faire la route, je souhaite construire ceci. On analyse et on t'alloue un budget. Peu après, on nous parle du plan Marshall. On est en train de tâtonner, monsieur Michel Ngacho. Nous n'avons pas une orientation précise parce qu'on n'a pas développé en nous-mêmes un programme. La relance économique est impossible au Cameroun. Je dis impossible dans ce sens que tant qu'on n'a pas de paix, la paix véritable, pas la paix des braves, je dis la paix véritable où on sait qu'on a réussi à organiser un cessez-le-feu, à désarmer véritablement chaque individu, à les désarmer, on peut désormais s'organiser, s'orienter pour de bonnes choses. Ça, c'est un même. Il faut dire que prenons les pays qui ont été comme nous. Nous avons qui ont été au même niveau que nous, monsieur Michel Ngacho. On va prendre le cas de Singapour et de la Corée du Sud. Il y a 60 ans, la Corée du Sud, Singapour est au même niveau que nous. Au même niveau que nous. En 1957, le Ghana et la Corée du Sud avec le même PIB par habitant. Oui, mais lorsque vous permettez-moi, lorsque vous prenez ces exemples-là en même temps, il faut bien voir, j'insiste encore sur la mainmise française sur le Cameroun. J'insiste encore sur la colonisation. Monsieur Michel Ngacho, vous n'avez pas un programme de développement propre. Mais Singapour aujourd'hui s'est développé, vous n'aviez, alors que Singapour était pauvre. La Corée du Sud était pauvre. Au Cameroun. Nous aidions la Corée du Sud. La Corée du Sud a mis sur pied son propre programme de développement. Quel est le programme de développement du Cameroun? Le FMI a dit que la coopération française a dit que les autres. Voilà l'orientation, voilà comment fonctionne le Cameroun. Si demain on vient vous dire que on a dit là-bas qu'il faut fermer les écoles, demain on va sortir une autre en disant fermer les écoles. Voilà comment on fonctionne. On n'a aucune base structurelle sur laquelle on appuie notre économie, il n'y a rien. Regardez les industries manufacturières. Nous en avons au Cameroun. Nous en avons qui fonctionnent bien avant même la crise, que ce soit la crise anglophone à l'extrême nord. Qu'est-ce qu'il y avait qui fonctionnait? Il n'y a rien qui fonctionnait. Il faut tout remettre à zéro. Et partant de là, je crois que la paix, il faudrait que les Cameroun s'asseyent. Et on va revenir là-dessus. Lorsque le Cameroun essaie par décret, le décret d'avril 1957, il avait été bien précisé qu'on définira la forme du Cameroun lorsqu'une assemblée constituante. On n'a pas encore eu une assemblée constituante pour définir véritablement. Vous voulez relancer. Vous allez relancer quoi? La CDC, les entreprises brassicoles ont vu des camions brûlés, ont vu pratiquement les hangars stock brûlés, ils ont délocalisé. Vous voulez parler de quoi? Il y a plein d'entreprises qui ne peuvent plus repartir. À moins que on va vider les différents quartiers généraux, les bases, pour envoyer les gars surveiller. Et même ça, vous allez garder la main d'œuvre, la ressource humaine dans un plan de relance. On compte sur la ressource humaine. Nous en avons 500 000 déplacés qui sont réparpillés au Cameroun et à l'extérieur. Vous allez faire comment pour les faire venir? Vous allez prendre des gens à Yaoundé et à Douala pour dire allons travailler dans le sud-est, le nord-ouest, ou allons travailler dans l'extrême nord? Bonne question. Merci beaucoup, cher Amel Mbachou. On va revenir quand même sur, je le disais tout à l'heure, au courant de l'émission, que nous avions regardé une émission hier, où nous recevions, bon, Bengan le sait très bien, monsieur Evembeke, vous connaissez très bien bon Bengan, vous réalisez et vous convenez avec moi que le Cameroun, même en termes de relance économique, il sera extrêmement difficile pour ce pays d'avoir une relance économique quand elle ne peut pas avoir à sa tête un dirigeant sérieux, un dirigeant qui pense les problèmes des Camerounais, un dirigeant qui pense même, j'ai envie de dire, le Cameroun sur son avenir. Et c'est l'un des problèmes fondamentaux qu'on a aujourd'hui. Quand Chalamef prend l'exemple justement de la Corée du Sud et au Singapour, alors on se rend compte qu'on n'a aucune entreprise camerounaise qui appartient véritablement aux Camerounais. Tout est entre les mains de la France, mais il faut se décoloniser, il faut se défaire de la France. Qu'est-ce qu'on fait dans Bonbon dans ce cas-là? Vous avez dit, il faut trouver un bon entrepreneur en chef.
Quand c'est l'entrepreneur en chef qui définit, il fait asseoir des personnes pour évaluer ce qu'on peut appeler, aujourd'hui on parle de business plan ou de plan d'exploitation prévisionnel pour une entreprise. Donc il faut que l'entrepreneur en chef, mais lorsque il dit au gouvernement, soyez ingénieux et inventif. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie, grand forme, soyez ingénieux et inventif. Dans un pays où on ne tient pas de conseil des ministres, où le conseil de cabinet même ne prennent pas tout à fait de décisions, ça devient, c'est un problème. Un gros problème. Oui, c'est un problème sérieux. En tout cas, on va rapidement, madame, monsieur, lire vos nombreux messages que vous nous laissez. Je vous rappelle les plateformes 10-12. Le Zénith, c'est sur Facebook ou directement sur la page Equinox TV. Equinox TV. Allez vous y abonner et regardez-nous également live et laissez-nous bien suivre vos réactions. Karine Santia. Un plan Marshall au Cameroun, personnellement, je n'y ai jamais cru. Le problème en lui-même n'est pas le plan Marshall. Le problème, c'est un plan Marshall dans le régime du renouveau. Si nous prenons même pour hypothèse qu'on obtienne un cessez-le-feu au Nozo, une stabilité relative au nord et une maîtrise du Covid-19, comment un plan Marshall peut être implémenté dans un environnement de corruption rempli de prévaricateurs où règne l'appât du gain et l'enrichissement illicite? Pour ma part, c'est d'une élite politique crédible et patriote que viendra le salut du Cameroun. Henri Michel Cham qui nous a écrit. Alors, d'où viendra l'argent? Dites-nous. Sachez que ce gouvernement est prêt à vendre toutes nos terres aux étrangers pour avoir de l'argent afin de polir leur image. Je pleure le sort du futur président camerounais. Ne cuitiez fin qui écrit depuis Ngaoundéré. Alors, Akbar from Manfé, I wish to make us all to understand that if the war in the northwest and the southwest is not finished and peace return to these regions, the construction of the regions can never be successful. Ernest Akbar qui écrit ce matin concernant l'histoire du jour ce matin. Zibi, je crois que tu n'as rien compris de la vie. La femme peut être faite pour s'améliorer et surtout pas pour tes amis. Mais Zibi, je crois que tu es vraiment lettré, mais aucune connaissance du fonctionnement du mariage. Sache que la fille que tu aimeras quittera quelqu'un qui l'aime pour toi. Et quelque temps après, ce sera l'inverse. Donc mon frère, garde ta femme et apprends-lui ce dont tu lui reproches. Là, tu auras l'aide de l'aide au lieu de la quitter. Sache que cette femme est un prototype de femme bantou. Il y a des femmes qui ont des gros diplômes mais ne connaissent rien dans l'avancement d'un couple. Mon frère, tu vas toujours trouver défaut sur toutes les femmes et tu seras toujours dans le recommencement éternel. Est-ce que ça veut dire, Charles, est-ce que ça veut dire, un instant, est-ce que ça veut dire que comment dire ça, je perds un peu les phrases parce que j'étais. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a des femmes qui portent bonheur? Oui, monsieur Michel Ngachou, je vous ai dit, il y a une enquête de moralité sur la femme qu'on va prendre. Ce n'est pas une enquête de moralité physique. Certes, qu'elle compte, c'est les belles-sœurs qui sont les gendarmes et qui mènent ce genre d'enquête. Elle a sorti avec qui? Quels sont ce genre de gars? Un peu. Est-ce qu'elle a la hauteur de notre frère? Mais il y a l'autre enquête de moralité mystique qui est faite. Est-ce que nous entrons dans une bonne famille? Est-ce que la famille là on entre vraiment sera prospère? Est-ce que les enfants qu'on va faire, il n'y aura pas trop de maladies dans cette famille? Il y a des questions. Et il y a des filles qui amènent la poisse, comme il y a des hommes qui amènent la poisse. Mais beaucoup plus la poisse et la malchance est portée par la femme, pas par l'homme. C'est beaucoup plus porté par la femme. J'entends des femmes faire mais c'est ça, c'est la vérité. C'est la femme qui porte le plus de malchance. C'est la raison pour laquelle si vous épousez une femme 2 ans après, vous n'êtes pas riche, monsieur Yambro. Non, mais écoutez, Charles, mais c'est pas excessif. Voilà, ils vont comprendre la richesse là dans le sens littéral et penser que c'est de l'argent. Oui, mais c'est pas excessif quand même. La richesse, c'est quoi? Ne me prenez pas au premier degré. C'est pourquoi je dis que quand vous le dites comme ça, les gens vont comprendre que c'est de l'argent. C'est quoi la richesse? Vous mettez quoi dans la richesse? Merci de nous expliquer. Vous voulez des explications? Oui, mais oui, mais la richesse. Parce que ne nous dites pas combien. Nous, on a. Non, monsieur Gachou, il y a une chose. Vous voyez bien, l'occidentalisé qui a ne voit qu'une seule chose, l'argent. Richesse. L'argent. Bon, le dit, on a des richesses que d'hommes.
C'est Ouais. tout. Bon, le dit tout Il le n'a temps, même on a pas, des gestes il de n'a temps. même pas fait D'accord. autant de Donc, je temps, dis il a eu 2 une ans après, richesse. Michel Gatchou, vous devez changer de statut. Vous devez avoir de l'aisance dans votre vie, confort intellectuel, confort moral, confort familial, confort même financier. Parce que le rôle de la femme, c'est booster son mari. Là où ça bloque, elle met la cale. Monsieur Ngachou, Ouais. On attend. il faut quand Elle même... booste. Permettez, Chalamel. Oui. Karine, ça veut Il faut quand même relever dans cette histoire que pour qu'une femme accepte de se mettre avec un étudiant et faire l'enfant, il faut qu'elle soit vraiment forte. Parce qu'on sait qu'ils sont foirés. Donc maintenant. On sait, on sait qu'ils sont foirés. On y vit pour Les de l'argent étudiants maintenant. au Cameroun, laissez-moi vous parler. Cette histoire, je dis, cette fille qui a accepté ce garçon, elle a beaucoup de cœur. Elle est vraiment amoureuse de lui. Je dis vraiment. Parce que accepter de se mettre avec un étudiant jusqu'à vivre maritalement et accepter de faire un enfant, ça veut dire que oui, elle vraiment, elle est préparée depuis sa naissance à être mariée. Mais que le gars quand même réussisse à trouver que vous n'êtes pas assez allé à l'école. Mais s'il vous plaît, attendez que je vous dise. Il y a des femmes, il y a des gens qui naissent, qui n'ont rien, que leur tête n'est pas dans l'école. Et dit, vous allez gaspiller votre argent, vous allez dépenser des fortunes pour leur faire des formations, des initiations et autres, mais jamais ils vont comprendre parce que dans leur tête c'est pas ça. Il y a des gens qui sont plus doués pour la pratique et donc les théories c'est pas eux. Ils n'ont pas besoin de livres pour s'en sortir. Moi, je prends cet exemple pourquoi? Parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au Cameroun, les investisseurs qui ont beaucoup d'argent au Cameroun, c'est les peintres, les carreleurs et les gens qui font le staff. Et pour ça, on n'a pas besoin d'école. En tout cas, non, mais on a Non, besoin non, d'école. On a besoin d'école. On a besoin de formation. Je vous dis parce que je suis au quotidien. Je suis au C'est une quotidien avec grosse ces gens. erreur de dire que les carreleurs n'ont pas d'école dans la tête. Il y a des calculs géométriques. Il y a des calculs géométriques. Vous pouvez finalement comprendre que tout le monde peut vous comprendre au premier degré. Dominique Audrey voulait réagir depuis un petit moment. Donnons la parole à Dominique Audrey qui souhaite depuis Vous avez cité une profession. Merci. Non, monsieur Michel Gatchou, on va me faire passer pour un bec. Elle a parlé d'une profession. La profession, c'est carrière. La profession, c'est maçon, staffeur. Pour faire du staff, il faut une formation. Calculer, il faut une formation. Merci, Ça, Chalamel. Je vous dis que c'est pas à l'école qu'on a fait cette formation. C'est sur le tas. Karine, C'est pas à l'école. Karine, vous permettez, on donne la parole à Dominique Audrey qui veut réagir. Oui. On forme les peintres à l'université. Dominique Audrey, on vous écoute ce matin. Oui, plusieurs fois ici, on a tapé sur les doigts des femmes qui sont allées à l'école. Et aujourd'hui, un homme a eu la chance ou la malchance de tomber sur une femme qui n'est pas allée à l'école et il s'est rendu compte que les femmes qui ne poussent pas l'instruction un peu loin, ça a ses limites, monsieur Ngachou. Donc, il faudrait qu'on arrête de dire aussi les choses au premier degré, qu'on aille un peu plus loin, qu'on soit un peu plus clair pour que les gens comprennent que lorsqu'on dit que l'école est nocive pour la femme, c'est pour dire qu'en réalité, tel nombre de choses. On nous a pris l'exemple ici d'une femme qui était ministre mais qui savait être à sa place de femme. Où est le problème si une femme peut être ministre, avoir tout ce qu'elle a comme background intellectuel et être une femme? Ce n'est pas mal. Ne dites pas que l'école c'est juste un biscuit. Ce n'est pas un biscuit parce que voilà un homme qui a eu besoin que sa femme ait ce biscuit-là. On ne devrait pas dire que la femme ne doit pas avoir des affinités avec les amis de son conjoint. Je suis désolée, il y a des sorties qu'on fait en groupe avec les couples. Il y a des sorties qu'on fait à 4 avec les couples amis. Et lorsqu'on est donc juste à 4 dans un restaurant, votre femme va vous dire le tomate, va vous pondre une phrase vraiment façon genre là, vous vous sentirez gêné. Donc le minimum, les parents doivent faire le minimum, du moins le maximum pour instruire les enfants. Maintenant, si on n'a pas pu... surtout, hein. Les filles surtout. Merci. Si donc, maintenant, on n'a pas pu avoir cette instruction-là en grandissant, parce que moi, je connais plein de personnes qui ne l'ont pas eu, mais lorsqu'elles ont grandi, elles ont pu se faire. Apprenez en dehors de l'école. Informez-vous, apprenez. Il ne faudrait pas qu'il y ait de barrières. Maintenant, si un homme a une femme qui n'est pas instruite et que lui, il l'instruit et que ça lui pose un problème, qu'il soit un enseignant pour sa femme. Merci, très bien. Oui, Allez, on a suivi son point de vue. Oui, mais vraiment, tout le monde devrait le respecter. Effectivement, c'est ma position. Bengan, on vous écoute vraiment. Parce que là, vous semblez être... Nous répétons, nous réitérons, nous martelons. La femme qui va à l'école, qui réussit, c'est la cerise sur le gâteau. Ça n'a rien à voir avec la vie du couple, avec le mariage. On a vu dans ce pays des femmes qui ont atteint les cimes politiques,
qui ont dirigé les femmes d'affaires du monde, qui n'avaient pas les doctorats, un doctorat, les agrégations en ceci et tout. On l'a vu et elles l'ont fait de la meilleure des manières. Et on peut en citer des exemples comme ça, 1000. Déjà, ce que Chalamel a dit, c'est quoi? L'Occident est matérialiste. Il parle des niveaux de vie. C'est pour ça qu'on vous trompe en vous parlant de l'autonomisation financière des femmes. Nous avons le problème, quand il parle de richesse, nous avons la qualité de la vie. Une femme qui a fait 1 an, n'a pas conçu, on se pose des questions. On reste donc. Ben, c'est pour ça que Chalamel vous dit, venez à la chefferie, on vous apprend. Ceux qui sont à la maison font comment? Ils viennent à la chefferie. C'est justement ça. Mais vous prenez le temps pour aller à l'école des Blancs. On a même rouvert aujourd'hui. Vous voulez y aller. Vous ne prenez pas le même temps pour venir voir les bombes, pour qu'on vous apprenne des choses. On a le niveau de la qualité de la vie. Et cette femme, et vous disiez pour répondre à Audrey, ma fille, Zibi, c'est un faux homme. C'est un homme qui s'assume. Vous ne pouvez pas, il ne s'assume pas, c'est un faux homme. Nous tous on l'a dit, il ne sait pas savoir, il ne sait pas que la femme qui a la maîtrise de la vie, qui a été à l'école de la vie, à l'école du mariage, c'est ça qui est l'essentiel. Puisque vous aurez votre doctorat, vous serez même secrétaire général des Nations Unies. On va vous juger sur le coq que vous allez faire. Faites quoi? Faites toutes les tournées du monde, faites toutes les conférences du monde, accompagnez même Christine Lagarde là où vous voulez. Lorsque vous viendrez, maman, le mbongo que je vais demander, vous ne faites pas, vous n'êtes pas une femme. Justement. Vous ne savez pas dire à votre fille qui est en classe terminale, elle ne sait pas faire un 9. Vous n'êtes pas une femme. Allez même d'être président de la Banque mondiale. Donc, il n'y a pas sauf que. C'est bon. Mais justement, et maintenant, Zibi, on dit donc que Zibi, c'est un faux homme. Il a la chance de sa vie, au lieu de l'aider, de prendre ça et dire, ma famille, merci beaucoup. Maintenant, bon, quand on va sortir, hein, voilà comment on fait, voilà. Et puis même, nous sommes dans le mimétisme social, monsieur Michel Gachou. On a très peu de temps. Une femme, il est à la recherche d'une femme. Permettez, Chalamel. On va lire les messages tout à l'heure, vous allez réagir. Mais non, alors on va quand même lire quelques messages. Il y a encore les messages. Ok. Il faut justement nos téléspectateurs. Ok. Zibi a intérêt à reprendre sa fiancée, qu'il qualifie lui-même de bonne femme. Son problème n'est pas non plus à négliger. Il peut lui faire suivre des cours de langue française dans un centre ou à domicile sur CD ou Internet. Et qu'il s'attelle à l'amener à relever son niveau de culture générale à travers la lecture, la télévision, Internet, les discussions également, hein. Sur des sujets instructif. Oui, mais attention, elle ne veut pas. Écoutez, permettez. Mais il y a des femmes, vous leur dites, ben écoutez, arrêtez de regarder, je sais pas, vos télénovelas, je dis n'importe quoi. Arrêtez de regarder. C'est un exemple. Oui. Moi, je suis issu d'une famille, j'ai des sœurs. Quand vous dites à vos sœurs, mais pensez votre instruction, pensez votre culture, pensez justement votre émancipation, entre guillemets. Mais arrêtez votre chaîne télénovelas, allez regarder des programmes instructifs. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une femme. Vous êtes dans un logiciel que je dis virusé. Voilà le langage que vous tenez. Quand vous voulez, l'école du mariage, c'est autre chose. C'est pas comme ça qu'on dit à une femme. Mais justement, c'est pas comme ça. Moi, je suis d'accord, Michel. C'est pas comme ça qu'on dit à une femme. Que je vous ai pris l'exemple d'un sourd-muet. Vous êtes tombé amoureux d'un sourd-muet. Vous faites comment? Vous allez l'inscrire où? Centre de lecture. Au centre de lecture de quelle catégorie? Même l'école de sourds-muets de Beuil a fermé. Non, l'exemple de attendez, vous allez dans la... C'est une autre école. D'accord. C'est une autre école. On va Monsieur Michel Gachou, quand vous discutez avec votre épouse entre 22h et minuit, étalé sur le lit, vous avez l'occasion de régler les plus grosses fautes grammaticales qu'il va utiliser. Vous pouvez soulever un sujet sur la gestion du foyer. Vous lui donnez la parole. Lorsqu'elle dit là, à la place de le, tu dis ici c'est le. C'est avec votre femme. Ouais. Monsieur Michel Gachou, vous pensez que parce que... vous permettez, Monsieur Michel Gachou, vous pensez que parce que nous sommes assis là sur ce plateau, nous avons des femmes qui sont allées aussi trop à l'école? Il y a certains, non, je dis parmi les miennes, il y a certains qui sont allés très loin à l'école et d'autres pas. Et d'autres que tous les jours, je fais même la dictée. Avec plaisir. Je dis oui, je fais la dictée. Oui, on s'assied, je dis, je vais te dire, je te donne mon programme de la journée, tu écris.
Alors, prends mon programme de la journée demain matin, virgule, à 16h. J'irai à ceci. Je le fais. C'est un jeu. C'est ça le programme marché. C'est un jeu, madame. On écrit condiment. Ça se fait, ma chérie. C'est une école. Venez à la télé. Elle ne se rend pas compte. Permettez, cher monsieur. Et c'est avec plaisir. Permettez qu'on évolue. Prends le papier, écrit tomate. Allons-y. Ça ne change rien. De vous mettre dessus. Le bantou que nous sommes en bas. On est en bas. Je vais vous dire quelque chose. Entre 1980 et 1985, tous ceux qui ont eu le recrutement dans l'armée faisaient les entraînements avec leurs femmes à la maison. Je le dis, nous regarde. Bah écoutez, cher Lamel, poursuivons. Hein. On va poursuivre, vraiment. On va laisser les téléspectateurs. On va laisser les téléspectateurs justement s'exprimer sur le sujet. Ils s'amusent bien sur la toile et ils n'arrêtent pas. Tout à l'heure, on va les lire, hein, parce qu'ils savent bien le faire. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que tout ce que vous dites aujourd'hui, ne croyez pas que vous dites, on ne vous regarde, qu'on ne vous suit pas. Bien sûr. Quand vous prononcez une phrase, on prend la phrase maintenant et on la cite. On vous dit exactement quel auteur la citation. Charles Lamel est le champion du moment. Je vous assure, monsieur Michel Gatchou, je connais une fille en sociologie. Je regarde ici. Quand on dit que demande d'emploi, elle donne à son père d'écrire. Très bien. Son père prend, il rédige la demande. C'est normal? Bonne question. Alors, mais ça se fait. Allons-y rapidement. Allons-y. Éducatif doit être s'il vous plaît, Charles Lamel. S'il vous plaît, Dominique Audrey. Allez, allons-y avec la revue des réseaux sociaux. Premier sujet de la revue des réseaux sociaux, la rentrée scolaire avec plus de 6000 cas déjà au Cameroun. Beaucoup de personnes sont quand même inquiets par rapport à cette rentrée scolaire. D'autres disent qu'il s'agit d'une rentrée dans les mouroirs, que c'est comme à l'abattoir qu'on envoyait les enfants. Mais il y en a encore qui restent très très rassurés par rapport à cette rentrée, que dans certains lycées, les nombres d'élèves dans les salles de classe sont respectés et autres. Mais comment est-ce que cela va se passer tout au long de la journée et tout au long de ces mois? On se pose bien des questions. Allez, vous avez, vous aussi, pour ceux qui nous regardent, pour vous qui êtes sur le plateau, c'est la rentrée du 3e trimestre ce matin au Cameroun, avec une insistance, bien évidemment, du gouvernement. Dominique Audrey, dans ce climat, vous avez le courage de laisser votre enfant aller à l'école? Honnêtement, non. On est à plus de 6194 cas, je pense bien, je peux me tromper? Voilà, on a plus de 6000 cas déjà. Plus de 6000 cas, monsieur Gatchou. Moi, les interrogations que je me poserai en tant que parent, c'est lorsqu'on a désinfecté avant que les enfants ne viennent en cours, lorsqu'ils ressortent, je veux dire que la désinfection est continuelle. Elle se fera 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Mais jusque-là, surtout pour les enfants qui sont ici en bas, au lycée, au secondaire, au primaire, c'est un peu dangereux parce que j'estime que ceux qui sont à l'université ont quand même une certaine maîtrise. Comment ça va se passer dans la cour entre élèves, les contacts? Il y a beaucoup de choses à remettre en question. Donc honnêtement, moi, je suis apeurée. Je suis vraiment apeurée. J'espère qu'on aura des ambulances peut-être disponibles. On aura des équipes de veille qui feront le tour des établissements pour contrôler si jamais il n'y a pas eu un cas avec un élève. Mais honnêtement, j'ai le cœur serré parce qu'on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Un enfant peut ramener ça de la maison et partager, ainsi de suite, ou bien prendre ça là-bas, venir contaminer les enfants, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser passer cet examen cette année? Sérieusement, on craignait bien d'avoir une année blanche. Hein. Est-ce que mais attendez, la vie, c'est quoi un bac si mon enfant est mort? C'est quoi un BPC si mon enfant meurt? Ou bien un CEPE, un CEP, si mon enfant n'est pas vivant? D'accord. Charles Lamel Bachou, vous sommes tout à l'heure à l'entame de l'émission. On nous fait savoir qu'il y a eu, vous êtes tombé quand même sur quelques éléments ce matin, quelques constats ont été faits. Des enfants qui ont présenté des températures élevées. Oui, les températures, puisque dans ces écoles, on utilisait les petits thermoflash. Donc j'ai pris la peine à la 5e de circuler, dans certains jusqu'après Bédi là-bas, où j'ai vu des enfants qu'on a retirés à cause des températures. Était-ce un palu? On a dit à l'enfant quarantaine, j'ai entendu des expressions quarantaine. Oh, ce n'est qu'un mois de cours. Si on lui dit que quarantaine, c'est 40 jours. Si on dit 14 jours. Quarantaine, 14 jours. La quarantaine du Covid, c'est 14 jours. La quarantaine du Covid, justement, c'est 14 jours. Si on le met, confinement, on met déjà ses enfants 14 jours, donc ils n'auront que 2 semaines.
de cours. Donc on se rend compte que s'il faut, pendant longtemps, vous avez des jeunes filles qui traînaient à des dos, qui n'avaient pas où aller, qui montaient, qui descendaient. Et puis aujourd'hui, on va les thermoflasher, permettez-moi l'expression, thermoflasher, on se rend compte que la température, on dit mettez-vous. Alors, vous allez vous rendre compte que cette décision était une décision des plus impréparés, je pèse mes mots, des plus impréparés que ce gouvernement ait eu à prendre depuis qu'ils ont assoupli leurs différentes mesures. Parce que ces jeunes filles, c'était elles qui étaient dans les snack bars, ces jeunes filles, c'était elles qui travaillaient comme serveuses, ces jeunes filles, c'était elles qui vendaient, qui remplaçaient maman dehors, ces jeunes filles, c'était elles qui traînaient avec les papas. Et non, permettez-moi. Vous êtes un ennemi de la République. Non, il faut le dire. Voilà ces enfants qui reviennent, garçons comme filles, hein. Les voilà qui reviennent aujourd'hui à l'école. Dès le premier jour, on se rend compte que l'enfant est dans les 37, 38. Non, monsieur, il faudrait que vous commenciez dans les 38, il faut que vous mettez à côté. Est-ce que ce n'est pas un palu? Est-ce que ce n'est pas un typhoïde? Est-ce que, et autant de questions. Dès le moment, une grossesse même, ça peut être une grossesse de ces jeunes filles. On dit, placez-vous déjà à côté. Il faudrait que le chef d'établissement vienne. On ne veut pas de Covid. Voilà comment. Je suis là. On ne veut pas de Covid ici chez nous. Allez à l'hôpital, revenez avec le test. Vous faites un test dans l'hôpital de Manaouda, Malachi. Est-ce que vous avez les résultats le même jour? Vendredi, on s'est séparé ici avec quelqu'un, un cas que vous avez présenté d'une personne dont la personne avait des infections pulmonaires. C'était pas le Covid, ni le test, ni les résultats. Mais voilà, là, on se retrouve. Pourquoi n'a-t-on pas demandé un test massif pour ces enfants? On aurait dû, on demande même la désinfection. On désinfecte un établissement 3 jours avant que les enfants ne viennent à l'école. On veut tuer quoi? Le Covid? C'était là-bas à l'école. Bon, Bengan, est-ce qu'il n'est pas temps justement de revoir le rôle, la place, l'implication même des infirmeries de nos établissements scolaires? Oui, mais absolument. Et nous l'avons dit ici, que les 2 milliards du chef de l'État auraient mieux servi à doter en médicaments, ne serait-ce que 2 médicaments, l'azithromycine et l'aspirine, 500, dans les centres de santé, puisque chloroquine, on n'en parle pas, ne serait-ce que les 2 là. Or, les centres de santé intégrés, les anciens dispensaires, et jusqu'aux centres médicaux d'arrondissement, on devait les équiper de cette suite. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on ouvre les écoles, effectivement, les lycées qui ont des infirmeries, on doit veiller à y mettre ces médicaments-là à la portée des élèves. Je soutiens l'orientation de Charles Hamel tout à l'heure. Lorsqu'on fait on prend la température du sol, ça veut dire que vous êtes atteint de Covid? Non, pas du tout. Même lorsque vous toussez même, nous sommes en période de grippe classique maintenant. Lorsque vous toussez, vous éternuez, ça ne veut pas dire que vous êtes atteint de Covid. Qu'est-ce qu'on devait faire? Faire des tests. Par exemple, on savait qu'on allait ouvrir, c'est depuis au moins un mois qu'on dit qu'on va ouvrir le 1er juin pour des classes d'examen. On pouvait procéder à des regroupements partiels pour qu'on vienne les tester, soit parce qu'il y en a qui sont dans certains quartiers, on les prend là parce que les élèves sont supposés être à la maison, même comme ceux qui sont assez grands, accompagner maman et papa dans d'autres activités. Qu'est-ce qu'on cherche à sauver? Voilà, on cherche à sauver le 3e trimestre. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche à sauver? L'Espagne, la France, ils sont allés sur la base des 2 premiers trimestres. On a évalué, on a fait avancer les enfants. On a eu des enfants qui ont passé dans ce pays avec 6 forts. On a eu des gens qui ont passé avec 6 forts. En réalité, pourquoi on ne pouvait pas jouer à ça? Donc en réalité, j'allais dire, ça risque d'être mauvais. Et très mauvais. Les enfants qui ne peuvent pas pratiquer des activités physiques et sportives, parce que tous ces examens, là, on va faire le sport. Ceux qui sont inaptes sont des enfants qui sont asthmatiques, qui ont des pneumonies, à part comment je vais dire, la mobilité qui n'est pas... Mais je parle des maladies, les asthmatiques, les diabétiques et tout, qui ne font pas de sport. Et peut-être qui étaient confinés à la maison. Ils vont donc contacter ces maladies entre la maison et l'école. Et l'école, c'est là parce que vous l'avez dit, nous sommes à 1000 combien d'infectés maintenant? 6 000. Voilà. Est-ce que le comportement indiscipliné de nous, des parents dans la rue, fait en sorte que nous allons protéger les enfants qui prennent les taxis et les motos avec nous?
Très bien. Donc, Je voudrais quand même préciser qu'ici, la semaine dernière, à la suite justement de la rencontre par visioconférence qui a été faite par le Premier ministre chef du gouvernement avec d'autres membres de son gouvernement, qu'à l'issue de cette rencontre, un communiqué a été rendu public. Et dans ce communiqué, je pense bien au 3e paragraphe, hein, si mes souvenirs sont exacts, on nous annonçait déjà la mise en place d'un vaccin. Un vaccin. Oui, je le dis, le communiqué est encore visible aujourd'hui. On parlait justement d'un vaccin qui devait être... production des médicaments, des vaccins. Effectivement. Alors, nous nous posons la question de savoir, est-ce que l'on ouvre les salles de classe aujourd'hui, on laisse ces enfants, comme Bomboka est en train de préciser, qui pour beaucoup, parmi eux sont malades, asthmatiques, diabétiques, etc. On ouvre justement les vannes des écoles. Qu'il y ait une contamination globale et qu'on ne soit plus au niveau où on pourra gérer effectivement le Covid-19, d'autant plus qu'il n'y a pas de test, il n'y a pas de kit, il n'y en a presque pas, alors maintenant on vous imposera de façon évidente un vaccin. Sachant que vous êtes tous dos au mur, vous n'avez pas d'autre solution, que faites-vous? Vous prenez simplement ce vaccin. Vous me donnez l'occasion même de dire que ce matin, dans Douala 5e, dans une partie, l'eau ne coulait pas. Et dans certaines écoles qui n'ont pas de forage, l'eau ne coule pas. Les enfants vont faire comment? En tout cas, nous pensons en fait qu'il va falloir voir un peu plus au clair. Si l'État arrive à ce niveau de banditisme, c'est-à-dire ne prépare pas l'opinion sur un quelconque vaccin, ça c'est un plan d'assassinat. Je dis, le communiqué est signé de monsieur Séraphin Magloire Fouda. Ils peuvent mettre signer le truc et le chef de l'État a dit que le moment arrivera, il va nous dire si les médicaments sont là ou pas. Maintenant, le protocole de Didier Raoult est mis de côté. Quel est le protocole qu'on utilise? Ils ne disent rien. Ils ne veulent pas qu'on valide nos breuvages ici, ni du Bénin, ni de Madagascar. Mais si les voitures de l'OMS et tout ce qu'on a vu, la première rencontre avec l'ambassadeur de France et tout, était pour préparer l'opinion à un quelconque vaccin, on va dire non. On va dire non. Moi, mes enfants seront pas vaccinés. On verra tout de suite que mes enfants ne seront pas vaccinés, quitte à ce qu'on les exclue. Il ne faudrait pas juste qu'ils se cachent derrière le programme élargi de vaccination, disant qu'ils descendent pour vacciner contre la polio et tout, et qu'on soit injecté. Non, parce que là aussi, il faudrait que ça soit clair. Je ne souhaite pas que ce soit... Est-ce que les parents ont suffisamment de contrôle là-dessus? Je ne souhaite pas. Comment on se contrôle? On a au moins l'information. Quand on va dire aux enfants qui vont à l'école, d'abord, les enfants sont en classe d'examen, à part ceux qui font Common Entrance et CEP, mais 3e, première terminale, ils savent si que... Si on vous vaccinez, vous refusez. Ceux de la maternelle, est-ce qu'on a ceux de la maternelle ne vont pas à l'école, monsieur. Je dis, mais après le Covid, non, monsieur. Et là, les parents prendront les responsabilités. Nous n'avons pas atteint le pic. Le docteur Manaouda Malachi, malgré tout ce qu'on a pris comme décision, disait qu'on risquerait d'atteindre le pic à mi-juin. À la mi-juin, on atteindrait le pic avant de redescendre. Vous voyez qu'on a ouvert les bars, les snack bars. Désormais, même les policiers sont dépassés d'arrêter, même les gendarmes, ils sont dépassés d'arrêter les gens. Parce que qui porte encore personne? Les gars sont assis. Bombok, c'est mon frère. Je n'ai pas peur de moi. Laissez-nous vos histoires. On se met à consommer. On n'a pas atteint le pic qu'il faut. Maintenant, on envoie les enfants dehors. Porter un sein, comme on dit, et ils pensent, entre guillemets, porter un sein, porter sainement et rentrer contaminer la maison. Vous qui étiez confinés à la maison, nous avons des personnes de 3e âge, 4e à la maison, dans nos maisons. Voilà les enfants qu'on fait sortir pour aller à l'école. Porter un sein, ils rentrent à la maison, ça chauffe de l'intérieur, vous vous retrouvez. Ne soyez pas surpris, en l'espace de 24 heures, on a atteint la barre de 245 contaminations. En l'espace de 24 heures. Attendez la première semaine, si nous aurons le score. Merci. Allez, avec vous, Karine Sontia, deuxième sujet. Immeuble de 3 niveaux qui s'effondre à Bédi, c'était samedi dernier vers 17h. Aucune perte en vie humaine, c'est vrai, de blessés. Il y a eu un incendie, selon les informations. Un incendie est survenu dans cet immeuble-là il y a quelques temps et le maire de la ville va directement en guerre contre les constructions anarchiques. Allez, vous avez certainement regardé ces images-là qui ont fait le tour de la toile. Ça, c'est un Bédi. Heureusement, on le disait justement, Dominique Audrey, qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais c'est assez compliqué. Et le bâtiment, dit-on, ne connaissait pas quand même une ancienneté aujourd'hui. Oui, c'était encore
construction. Je vous promets que si vous voyez la vidéo de cet écroulement, vous n'aurez même plus le courage d'entrer dans une maison à étage. C'était tellement violent, tellement brusque. Et heureusement que cette maison n'était pas encore habitée. Maintenant, il faut donc remettre en question quoi? Parce qu'à voir cette image, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a donné son argent à un entrepreneur et pour que celui-là lui livre la maison. Bon, on sait comment ça se passe. On a tendance à prendre l'argent comme ça et faire des trucs à la va-vite. Maintenant, juste à côté, on peut remettre encore en question la qualité des matériaux utilisés dans la construction de nos maisons. Qui doit-on interpeller? Je crois que c'est la Nord qui s'assure de la qualité du fer. C'est d'abord la moralité des gens. Oui, mais le matériel qu'on achète. Non, les matériels, il y a les barres de vin, de huile, de 12, de tout. Donc, ça dépend. Ici, pour la plupart des cas, c'est que quelqu'un veut construire. Il contacte effectivement celui qui est en charge. Il lui fait un devis. Il dit non, j'ai mon frère là, viens, tu peux lever le poteau. Viens, lève-moi ça. Voilà comment ça se fait. Donc, si on confiait aux entrepreneurs, je pense qu'il y a des choses qu'on éviterait. Mais il a donné le truc baba. Il lui dit ici, par exemple, c'est le bar de 12 qu'il faut. Non. Il a un maçon comme ça, il prend celui qui fait le côte amené là, il va dire comment. On peut même faire ça. Le bar de 12, pourquoi? On peut faire avec le bar de 8. Il a dit un sac de ciment, de 3 brouettes pour un sac de ciment, non, mais on peut faire 4. On peut faire 4 pour. Voilà, c'est là où on en est arrivé. Parce qu'en fait, c'est la Nord. Il y a un agent de contrôle qualité ici qui devrait avoir ces démembrements auprès des mairies. Parce que pour construire ce genre de bâtiment, il faut avoir un permis de bâtir qui est délivré par la mairie de la ville. Et ces services compétents vont inspecter, devraient inspecter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Allez, on se plaignait ici il y a quelques temps quand même, mais souvenez-vous d'une construction qui est faite à Koto, où quelqu'un est venu à Koto prendre exactement, on va dire, les anciens bâtiments de la SIC et il a érigé un R+4. Alors, c'est un O4, c'est un haut commis de l'État du Cameroun, son fils qui gère. Et quand on touche ce monsieur, il vous raconte que je suis à la communauté urbaine, je n'ai cuire de tout ce que vous me direz. Et voilà, il menace même ses proches. Alors, quand on l'interpelle, on lui dit, monsieur, vous êtes dans une construction anarchique. Et ils sont fous. Vous ne pensez pas que c'est ce type de problème-là, on peut l'avoir très vite à Koto, là au niveau du Kansi, Koto? Monsieur Michel Ngachou, on devrait interpeller et incarcérer tous les importateurs de matériaux. Je le dis, mais regarde, on devrait les incarcérer tous. Ça veut dire quoi? Parce que c'est là-bas que le faux commence. Est-ce que c'est eux qui construisent? Monsieur Michel Ngachou, si vous êtes venu acheter un fer de vin et que ce fer a plus d'aluminium que toute autre matière, vous le saurez comment? Que fait la Nord? Pardon? Que fait l'agence? Comment ça traverse la douane? Oui, ça veut dire que c'est vous voyez la norme, mais comment ça traverse la douane? C'est toute une chaîne en même temps. Mais voilà, je vous dis qu'on devrait les interpeller. Est-ce que la douane ne peut pas être... Ça traverse la douane comment? Ouais. On devrait les interpeller. Nous avons un immeuble qui va s'écrouler bientôt, monsieur, ici à quoi? Parce que ce monsieur est tombé, il a acheté des fers. Lorsqu'on voulait monter la dalle, il a demandé qu'on creuse. On a vu les têtes, ça avait déjà rouillé jusqu'à... C'est là où se rend compte qu'il a été berné. Oui. Ne tapez pas seulement sur le constructeur, l'entrepreneur. Tapez aussi sur la qualité de matériaux. Quelle est la qualité de matériaux qu'on propose? Prenez la peine, monsieur Michel Ngachou. Moi, j'ai eu les frais où j'ai acheté une rallonge. Je suis rentré, j'ai branché la rallonge. J'ai mis à peine 3 appareils. Le temps d'aller prendre le bain pour revenir, ça avait fondu jusqu'à ce qu'il y avait le feu. Ça rend comment? Je suis revenu interpeller. Permettez-moi, je suis revenu interpeller. On m'a ramené auprès d'un géant. Quand j'ai vu simplement le nom et l'enseigne, j'ai dit, tu es sauvé. Parce que tu vas faire quoi? Beaucoup de maisons brûlent. Aujourd'hui, c'est des matériaux qui arrivent et les gars achètent en gros. Et en gros, en détail, vous les voyez dehors, ne les tapez pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut accuser les entrepreneurs. Oui. Parce que nous sommes des mauvais payeurs. Nous sommes des mauvais payeurs, monsieur Michel Ngachou. À ce niveau, oui, je peux être d'accord avec vous. Parce que comme Mbok a dit, on dit, vous faut construire votre maison, ça coûte 20 millions. Je suis un pauvre employé d'une entreprise qui ne parvient même pas à garder 1 million là.
qu'est-ce que je fais, monsieur Michel Gachou? Je vais chercher un gars du quartier qui va frapper. Les papins, je ne vais même pas le payer, je vais le chasser. Je vais trouver quelqu'un d'autre qui va venir faire les fouilles. Il va commencer les fouilles, je ne le paye pas. J'appelle quelqu'un d'autre qui fait les semelles. Voilà comment les gars jonglent pour construire. Conséquent, vous avez une maison qui a eu 24 entrepreneurs. 24 entrepreneurs. Il y a plein de chantiers comme ça qui finissent. Vous voyez, ça a commencé comme ça, ça finit dans ce sens, et vous ne comprenez pas. La dalle pourrie. La dalle pourrie, oui, c'est ça. Donc, nous sommes des mauvais payeurs. Et l'autre, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent. C'est facile aujourd'hui d'avoir une entreprise, des BTP. Il va réussir, il va avoir toutes les autorisations nécessaires pour avoir une entreprise de BTP, mais il est encore adepte de la sous-traitance. Ça veut dire qu'il prend chez vous, au lieu que ce soit lui, il sous-traite et il sous-traite la sous-traite. Donc vous vous rendez compte. Maintenant, les gars ont créé, il y a un réseau que les gars ont créé. C'est-à-dire, les prix préférentiels, tous les importateurs gèrent avec les différents entrepreneurs, ils ont des prix préférentiels, en passant par eux. Donc c'est devenu un lobbying tellement compliqué que la construction maintenant, monsieur Michel Gachou. Peut-être en une phrase, comment défaire Comment défaire ce lobbying-là? Premièrement, nous avons 5 cimenteries qui ne servent à rien au Cameroun. Le prix est toujours cher. Je demanderai aux Camerounais, faites les briques de terre comme moi. Frappez vos briques de terre, ça ne s'écroule pas. Vous achetez seulement le liant qui est le ciment, vous mettez au milieu, vous montez vos maisons, vous serez tranquille. Merci. Charles Mbachou, merci pour ces nombreuses contributions et ces propositions. Karine Sontia, nous restons justement suspendus à vos propositions ce matin. Oui, on parle aussi de Calibri Calibro qui a tenté de simuler la vidéo, a fait le tour de la toile ce week-end. Il a été tancé de tous les noms et certains ont même remis en question son combat. Ouais. On a regardé également ce week-end la tentative d'immolation que le Camerounais Abdoulaye Thiam a tenté de se donner devant l'Assemblée nationale française, bien que intercepté. C'est l'entrée de l'Assemblée? Oui, c'est l'entrée. C'est l'entrée de l'Assemblée? L'Assemblée nationale française. Oh, les Camerounais, on est bien. Oui, c'était l'entrée de l'Assemblée nationale française. C'est somptueux, l'entrée. Bon, on se pose la question maintenant. Est-ce que son geste est un geste appréciable ou pas? Est-ce qu'il a le droit en tant que Camerounais d'aller justement se mettre devant l'Assemblée nationale française et se dire je dois défendre mon pays, il veut se faire entendre, depuis un petit moment on ne l'entend pas. Est-ce que le geste est acceptable, Momo Bengan? Mais attendez, il n'existe pas d'assemblée générale du monde qui ait donné des résolutions sur ce qui peut être fait pour chaque citoyen. Non, ça n'existe pas. Chaque citoyen peut... Nous avons 300 partis politiques, non? Ça veut dire qu'il y a 300 idéologies. Quelqu'un peut créer son parti politique. Il y a 317 partis politiques au Cameroun. Quelqu'un peut donc dire que moi je veux développer le Cameroun en passant par la restructuration des Lions indomptables. Parce que pour moi, l'équipe nationale du Cameroun est le ciment. Je vais résoudre le tribalisme à travers ça. Je vais faire un bon entraîneur. Je vais. Un autre va dire que moi c'est le sous-sol. Je vais chasser la coopération française qui embrigade le sous-sol camerounais. Un autre va prendre autre chose. Donc, lui, il estime qu'il faut aller en France où les libertés sont, j'allais dire, assez bien encadrées, où le citoyen a des coups de franche. Et c'est la même France-là qui a mis ses verrous. Donc, ma voix peut être bien entendue en France. Donc, je vais mener mes actions en France. Donc, il peut, je ne le condamne pas pour ça. Oui. Je ne le condamne pas pour cela. Dominique Audrey, vous avez regardé ça. Vous pensez qu'Abdoulaye Thiam dit Calibri Calibro est à condamner aujourd'hui ou pas? Qui devrait le condamner? Peut-être les Camerounais. Il y en a pas mal qui le condamnent sur Internet. Beaucoup pensent que l'acte qu'il a posé, c'était du bluff. Il fallait juste faire cela pour se faire remarquer. Le problème que j'ai avec les Camerounais dont vous parlez, c'est que généralement, lorsqu'on émet un message, ils passent à côté du message. On se contente de ce qui est périphérique. Il a voulu s'immoler, vous êtes content ou pas, ça ne l'engage pas. Parce que quand il voulait le faire, il n'a pas tenu compte de vos avis. Maintenant, il l'a fait. Pourquoi il le fait? Parce qu'il estime que son pays va mal. D'aucuns diront que non, il est à l'étranger, il ne subit pas les mêmes problèmes que nous ici, il ne peut pas en parler, mais sauf qu'il a certainement sa famille ici qui subit ce que tous les Camerounais subissent. Il est Camerounais. En même temps, même si beaucoup ont voulu remettre ça en question. Non, il est Camerounais.
Il faut reconnaître qu'il soit C'est un Camerounais. bon Camerounais. Ouais. Donc cet acte pour moi n'est pas à condamner. On a vu dans d'autres pays des gens qui se sont immolés et les choses ont changé. Donc voilà quelqu'un, un Camerounais en France qui a voulu faire entendre sa voix. Un Camerounais en France qui estime que les choses doivent être arrangées dans son pays. Un Camerounais en France qui ne voudrait plus que ses frères du Nozo continuent de mourir. Un Camerounais qui voudrait que les choses s'arrangent dans son pays. Et vraiment, en tant que Camerounais, on devrait comprendre au-delà des apparences, au-delà des jugements ou de l'appartenance politique, parce que je ne crois pas qu'il ait mentionné un parti politique. Lui, son combat, c'est le Cameroun, point. Charles a même battu la France encore est un problème pour le Cameroun. Aller justement devant l'Assemblée nationale française, se plaindre de la condition du Cameroun devant l'Assemblée nationale française. Est-ce que les patriotes aujourd'hui diront finalement que le langage a été bien pensé et la cible a été trouvée? Monsieur Michel Ngacho, ce problème repose sur qui? La France. Oui. C'est sur la France. C'est la France qui est le carrefour de tout. Vous avez vous-même dit tout à l'heure pendant le déroulé de cette émission que la France, encore la France, toujours la France. C'est mieux que ça se passe chez eux. Ce sera comme l'histoire de cette veuve qui se plaignait tout le temps dans la Bible, qui se plaignait. Le juge a eu marre, il a dit appelez-moi l'affaire de ces femmes. Ils auront marre à un moment donné, il faudra gérer. Puisque la preuve, c'est les députés qui sont allés les libérer. C'est les députés qui sont encore partis sortir. Calibro, on dit c'est un collectif de députés qui sont allés au commissariat et que c'est un problème politique, ils défendent noblement, laissez-le sortir. C'est comme ça qu'on a libéré Calibro. Donc je peux vous rassurer que c'est suivi de très près par eux. Il faut qu'on les nuise. Si ça peut être même devant l'Élysée, qu'on les nuise jusqu'à ce qu'ils résolvent ce problème. Vous parlez de l'émission d'hier, on est revenu sur plusieurs sujets, vous l'avez écouté hier, et aujourd'hui encore avec tout ce que vit le Cameroun, les VIA, le secteur manufacturier, la relance, les prêts, les crédits, tous ces accompagnements qui ne nous servent à rien. Il est temps pour l'Afrique et le Cameroun en général de mettre sur pied son propre programme. Mais nous ne pouvons pas le mettre avec ceux qui n'ont pas de vision. Le Cameroun sera-t-il libéré ou pas? Le Cameroun ou les Camerounais pourront-ils un jour prendre le destin en main? Les Camerounais d'aujourd'hui et de demain pourront-ils se dire finalement nous devons reconstruire notre pays entre Camerounais? Les Camerounais d'hier qui ont pensé le Cameroun et qui ont laissé justement un chantier important pour la génération d'aujourd'hui et même pour celle de demain, pourront-ils dans leur tombe se dire une fois on est heureux d'avoir laissé un Cameroun à nos enfants qui vont le reconstruire? La France a une mainmise très profonde sur le Cameroun, très grande en même temps, que les Camerounais aujourd'hui n'ont aucune liberté. Nos voix en même temps sont celles du Cameroun profond qui pleure, qui parle, qui dit qu'il faudra absolument se lever, qu'il faut combattre, qu'il faut absolument se déchaîner de ce que la France a fait sur le Cameroun. On va saluer en passant Omniobé, on va saluer en passant Félix Moumié, on va saluer en passant tous ces grands combattants que le Cameroun a connus et qui se sont dit à un moment donné, c'en est trop, même si on a comploté avec la France, il va falloir qu'on se libère un jour. Mais une chose est réelle, c'est que la génération d'aujourd'hui est très dure. Et on ne restera pas là comme ça, vous regardez. Et surtout, rassurez-vous, les choses ne seront pas impunies avec le temps. Bonne journée.